Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Vous imaginez, il y a une grosse actualité cette semaine et de nombreux invités et chroniqueurs pour nous en parler. Je vous les présenterai après avoir éclairé votre lanterne sur les sujets suivants. Tout d'abord, la procédure lancée par François Bélanger suite au Quintet de Cagnes, couru il y a juste 4 semaines. Vous vous souvenez, le grand favori, je ne me souviens plus de son nom, c'est pas très grave, mais en tout cas, le grand favori, il était à 2,80 € au PMU, il n'avait pu sortir de sa boîte cette procédure, donc suit son cours. Nous avions d'ailleurs reçu François Bélanger, un parieur, dans une précédente émission suite à cet incident, car François Bélanger et ses amis avaient engagé près de 10 000 € sur la course. Il a donc écrit à la Société des courses de Cagnes-sur-Mer pour se plaindre, écrit par lettre recommandée et courriel. Le tout a été transmis par la Société de courses de Cagnes-sur-Mer au PMU, qui a ouvert un fichier incident. François Bélanger m'avait appelé en me disant bon, a priori ça va se décanter puisque le PMU ouvre un dossier incident. Et finalement, la réponse du PMU à Bélanger est assez simple. Vous n'avez qu'à vous retourner contre les commissaires de course qui ont mis le rouge à l'arrivée. Nous, quand on a le rouge à l'arrivée, on paye circuler. Donc c'est reparti pour un tour. Charge à François Bélanger d'aller de nouveau frapper à la porte de la Société de courses de Cagnes-sur-Mer. Et vous imaginez bien, puisqu'il s'était exprimé ici, Radio Balance suit l'affaire. Rien de neuf du côté de la direction du PMU. Emmanuelle Malcaz-Doublé est toujours directrice générale, par intérim, un intérim de 6 mois qui prendra fin bientôt et que le statut actuel du PMU interdise de renouveler, à la condition bien évidemment de les changer. Benjamin Lyon de The Turf sera avec nous la semaine prochaine pour nous présenter la question The Turf que propose depuis peu notre partenaire historique à ce sujet. La question du jour, lancée par le PMU à la fin janvier, tire franchement la langue avec des enjeux quotidiens qui n'excèdent plus jamais les 10 000 € et je suis large. Je vous rappelle que les objectifs étaient pratiquement de 80 000 € pour cette question unique proposée par l'opérateur historique sur son serveur digital, dans son activité digitale. L'actualité de la semaine a été dominée évidemment par ce méga coup de filet orchestré par le service central des courses et jeux, épaulé par la police judiciaire, un peu partout sur le territoire national, mais également en Italie, en Espagne et à Malte. 3 invités, peut-être même 4 pour évoquer ce sujet. Thierry Villardy, spécialiste du dopage entre autres sur France Télévisions, il sera avec nous. Nous aurons au téléphone Pierre Ballester, qui fut le premier à dénoncer la supercherie Lance Armstrong. Souvenez-vous de son livre LA Confidential. Le docteur Claire Cicluna, qui est vétérinaire à Chaman dans l'Oise, nous expliquera à quoi servent les produits recherchés par les investigateurs et notamment ce fameux Hémo 15. Et ensuite, nous aurons avec nous Alim Bouakaz au téléphone parce qu'il y a beaucoup de cas de Covid. Alim en fait partie. Alim qui a suivi cette affaire pour le Parisien aujourd'hui en France avec Jean-Michel Decugiste. Cela, c'est dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons avant cela parler, parce qu'il y en a qui les attendent, nous allons parler de Choco avec pour le trot Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Gilles Guasdoué, vous êtes avec nous. Gilles Guasdoué, animateur de l'écurie Coste Armoricaine. Vous voyez, maintenant j'arrive à le dire. Très bien, bonjour Dominique, bonjour à Salut tous Gilles. les auditrices, auditeurs. Bonjour Alexandre. Et pour le galop, nous aurons Cédric Philippe, pareil, Covidé depuis Maison Lafitte, il sera avec nous. Et lui, il est en pleine forme, c'est Benjamin Bramy. Salut tout le monde. Benjamin Bramy, vous êtes comme Cédric à Paris Turf. Eh bien, on va peut-être attaquer les pronos de trop avec la belle réunion de Vincennes, première diurne d'un week-end. Vincennes a réouvert ses portes ce vendredi avec un quintet en nocturne. Là, c'est une belle réunion qui nous attend. Vincennes donc ce samedi avec un très joli quintet, le prix du Bois de Vincennes. C'est une course internationale, un groupe 3. Ils sont 16 au départ. Alexandre de Koopman, le cheval de la course, on a peut-être du mal à le discerner parce qu'on a Klinghem, il rend 25 mètres à des chevaux de grande qualité. Je pense notamment à Firecracker, à Elite Beaufour et à celle qui sera sans doute la favorite au betting, quoique c'est Empire et DSM qui est le choix entre les deux Soulois et c'est normal de Franck Nivard. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un super lot samedi dans cette épreuve. Ça fait plaisir d'avoir une épreuve support d'événement avec
avec des partants de ce calibre-là. Donc, Clean Game, c'est sûr que sur ce qu'il a fait, va assurément assurer les faveurs des parieurs. Maintenant, il est juste plaqué devant et pas totalement déféré. Donc, est-ce qu'il va pouvoir rendre 25 mètres à Ampiam et DSM? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et moi, je placerais quand même Ampiam et DSM devant Clean Game, même si Clean Game est capable de faire des valeurs assez incroyables. En plus, le cheval avait eu des petites coliques quand même après sa dernière sortie, donc il a dû sauter apparemment un travail ou deux. Donc moi, je mettrais le 3 Ampiam et DSM devant le 15 Clean Game et le 11 Elite Beaufour, qui est de plus en plus impressionnant et qui lui aussi part au premier poteau. Au vu des chronos qu'il a réalisé quand même cet hiver, il peut aller très loin. Gilles Goisouet, vous validez ça, vous tamponnez? Les bases sont bonnes, effectivement. Néanmoins, je préférerais le 11 devant Elite Beaufour. Qui n'est pas totalement déféré, qui est associé. Ouais. Ça vous inquiète pas, ça. Non. Bon, très bien. Quels sont les outsiders? Il y en a, parce qu'on a quand même des valeurs. Alors, quand je lis la liste et que je vois Hip Hop au fort, pourquoi il reste ferré? C'est la question qu'on se pose, parce qu'il a quand même il a fait des étincelles, celui-là, cet hiver. Il reste ferré. Est-ce on prend juste la température avec Christian Bijon, à votre avis, Alex? Oui, je pense que là, ferré, comme tu l'as dit, on prend la température, je pense qu'on le regarde. Maintenant, c'est sûr que déféré, ça aurait été vraiment une attraction. Bah oui, parce Je pense que c'est un tout premier plan, ce cheval-là. Mais bon, après, je pense qu'il ne va pas lui donner une course dure face aux aînés. Il a le temps de les revoir. On a Guderi Pré qui est ferré aussi, associé lui à Jean-Philippe Monclin. En valeur, c'est un cheval à retenir. Ah ouais, mais je sais oui. sur quel pied danser avec lui. Évidemment qu'il aurait sa chance. Maintenant, il a vraiment besoin de rassurer. Donc, dans un réduit, je le garderai. Mais dans une sélection simple, je sais pas, je le mettrai peut-être 7-8e. Rebelle Amateur, c'est une rentrée. Elle n'a pas couru depuis un mois et demi. J'ai remarqué que cet hiver, elle a couru 9 ou 10 courses. C'était énorme. Pratiquement tous les 8 jours, elle était sur le tarmac. Est-ce que le fait d'avoir couru beaucoup et d'un seul coup un break et on revient, ça peut vous inquiéter? Non, ce qui m'aurait inquiété, c'est qu'elle n'ait pas de break et qu'elle continue à courir. Ça m'aurait inquiété. Là, le fait qu'elle ait repris de la fraîcheur, je pense que c'est plutôt bien pour elle. Elle a besoin d'une épreuve sélective, ça tombe bien, je pense que ça va être le cas. Donc, elle est capable de lutter pour les 4-5e places, comme elle l'a fait à un bon niveau tout au long du meeting. Il y a Firecracker aussi, qui vient de faire une très bonne prestation en trop montée, qui était 2e d'Élite Beaufour cet hiver aussi, il marchait 11-4. Je pense que le passage sous la selle peut lui avoir fait du bien et c'est un client qu'il faut surveiller, comme le 10 Express Jet qui vient de renouer avec la victoire sur les bandes de Caen, une victoire qui a dû leur donner un peu de morale aussi. On l'avait vu pas ridicule dans les baies cet hiver, donc pareil, pour les places, il a évidemment sa chance. Ok, vous avez un pronostic de 7 chevaux? Ouais. Oui, donc le 3 Ampiam et DSM, le 15 Clean Game, le 11 Elite Beaufour. Ensuite, le 5 Firecracker, le 8 Rebelle Amateur, le 10 Express Jet. Et après, un septième pour la classe, j'aimerais bien qu'il rassure le 12 Guderi Pré, mais j'en vois surtout 6 avant le coup. La même chose, un pronostic, mon cher Gilles. Très bien, Dominique. Donc le 11 Elite de Beaufour, ensuite suivi du 3 Ampia MDSM. Je place plus haut Rebelle Amateurs, le 8. Le 15 Clean Game, le 10 Express Jet, le 5 Firecracker et le 9 Fakir de l'Euro également. Voilà qui est dit. 9 courses dans ce programme de Vincennes. On commence avec la première. C'est le prix de Gavaret. Des juments de 6 ans n'ayant pas gagné 150 000 €. Et il y a un recul qui concerne tous les concurrents, sauf les numéros 1 et 2. Que joue-t-on, mon cher Alex? La logique, c'est le 3, Grâce du Dijon. Elle a 2 parcours dans les jambes. Cette fois, elle est déférée des 4 pieds. C'est la favorite logique. Pour le couplet, je lui associerai le 8 à Gloire des Loyaux qui n'a trouvé sur sa route en dernier lieu que Glamour Queen. Pour moi, c'est un couplet un peu caisse. Vous avez repéré quelque chose, Gilles? Non, je reste sur les mêmes bases, 3, 8 et 9. Oui. Très bien. La deuxième, prix de Beauménil. Il y a du monde à Vincennes, ça fait plaisir. 15 partants pour ce prix de série qui réunit des chevaux âgés de 7 à 11 ans. Que joue-t-on, Alex? C'est encore une belle course. Ça va se jouer en partant avec le 13 FaceTime qui est en retard de gain et qui peut poursuivre sa série. Mais pour ça, il va falloir qu'il parte sur la bonne jambe. En tête, il y a quelques clients intéressants. Moi, j'aime bien le 6 Infidelio Bello qui est rarement déféré des 4 pieds. Quand il l'a été, ça s'est plutôt bien passé. Il n'a pas forcément beaucoup vu Vincennes. Je le pense capable d'aller loin en tête. Gilles? Oui, même logique, le 6 Fidelio. Vincennes, le 6 Fidelio, voilà. Oui, très bien. Fidelio Bello, oui. Prix de mots, course européenne. 16 au départ, Alex.
Il faut parler italien, il faut parler italien là. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien le 14, un Cashbank Gigi, qui est très performant en Italie, un déféré des antérieurs. Cette fois, les 4 premières fois, c'est la première fois qu'on la défère en France. C'est pareil, je pense qu'avec elle, ça va jouer dans la mise en jambe, mais si elle part au trot, elle peut tout à fait gagner une épreuve comme ça. Elle a montré sa tenue en Italie, elle a trotté 13 en 2007. Et après, il y a la française de service, le 8, Iriane, qui rattrape le temps perdu. Hein. Elle était très compliquée par le passé, et là, on commence à trouver les bons boutons. Elle est vraiment bien, donc c'est une cliente de choix. Gilles. Moi, je miserais sur le 7 Coco Chanel Effet, en tête devant Iriane le 8. Et derrière les outsiders, le 12 Isba Delou ainsi que Isla Bonita le 16. Voilà, qu'est-ce que vous vouliez dire, Alex? Non, c'est bon. Bon, très bien. La 5e prix d'Auxerre, c'est un Z5. Belle course. Alex. Belle course. Le 11 Andy Bourbon, il vient de dominer un certain Hippopofort dont on a parlé, qui est pour moi un premier plan de la génération. Donc, jugé sur la ligne, c'est un favori tout indiqué. J'aime beaucoup le 16 Hidalgo des Noé, qui était préparé pour ça. Il a été déféré des 4 pics 2 fois dans sa carrière. Attention à lui, c'est un cheval vraiment en plein progrès, je trouve. Gilles. Andy Bourbon le 11, effectivement. Derrière, je rajouterai le 13 Alicia Bella et le 2 Have a Dream comme outsider. Très bien, la 6e, course européenne encore, prix de Guignon. Cette fois, on a des 4 ans, des mâles. Alex. Très belle course encore. Idéal du Pomo sera l'attraction de la course. Hein. Il a vaincu en 7 sorties, mais c'est le 13. Je trouve que c'est le 13. Ouais. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout fait d'avance. Il y a un super lot. Moi, je suis un fan du 11, Impact de Colmine, qui pour moi a vraiment un gros moteur sous le capot. Attention au 8, un Cash Top qui a fait un truc la dernière fois face à Crésus Di Poggio. Il était parti au galop. Cette fois, on lui enlève les 4 fers pour la première fois. Ça va être une question de départ. Voilà, mais je vous dis, idéal du Pomo, c'est pas fait d'avance. Un match Garato et Giocadoro, donc le 13. Idéal du Pomo le 11, Impact Colmine et le 8, Cash Top. Ok, Cash Top, attention avec Cash Top. La 7e, c'est un autre Z5. Des chevaux d'âge, quel engagement pour Fréja Dupont, Alex? Ouais, après Fréja Dupont, je pense que maintenant la marge est quand même réduite. Elle peut prendre une place dans un lot comme ça, mais j'en ferai pas ma favorite. Je préfère le 13 Equinox qui a battu la majeure partie de ses adversaires du jour en fin de meeting là. Alors, il était ferré en plus, cette fois on le défère devant, ce qui peut être encore un petit plus supplémentaire. Voilà, et derrière le 5, un Diablo de Caponnet qui marche sur l'eau actuellement. Je pense que c'est de bonnes bases de jeu. Oui, je confirme le choix d'Alexandre. Et l'île de Giel, tiens, on ne sait plus comment faire avec elle. Ah non, voilà, elle vient de gagner quand même. Elle vient de gagner. Elle a sa chance pour les places. Ah, on est d'accord, c'est une course extrêmement intéressante. La 8e, c'est le prix de Langres, 9 au départ, au trop monté. Garou du Chêne peut-être? Non? Il y a mieux? Alex. Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup mieux Garou du Chêne. La dernière fois, apparemment, il aurait pris peur du mouvement de la queue de Go Force the Gold qui était à côté de lui. Et il n'était pas battu, en tout cas pour les places. Donc, il faut le reprendre. Le lot est un peu moins fort cette fois. Et j'aime bien le cheval du Sud-Est, le 3 Epico Blue, qui a vraiment fait bonne impression à Marseille en dernier lieu. Il retrouve le trop monté, une discipline qui lui a souri par le passé. Mathieu Mottier le connaît. Attention, c'est un cheval dur. Gilles. Je rajoute le 7 Granit Mélois, qui cherche sa course, à mon avis. Ils sont 10 dans la 9e, c'est une course, un groupe 3, course européenne. Pour les 3 ans, il sera 18h42. La réunion, à cause de Meydan, commence très tard. On commence après 14h, exceptionnellement ce samedi. Là, on sera sur la 9e, 18h42. Que joue-t-on, mon cher Alex? L'attraction, ça va être quand même le 10, Just Love You, qui avait démarré sa carrière par 4 victoires. Ensuite, elle était passée aux ventes du Prix d'Amérique. Elle avait été rachetée 300 000 par son entourage. Voilà, donc elle redescend un tout petit peu de catégorie. Au papier, c'est quand même la pouliche de la course. Après, l'X de cette épreuve, c'est le 8, Jamaica Turbo. Si elle part au trot, elle peut tout à fait fournir la lauréate de la course. Maintenant, elle a pris un peu un mauvais pli au cours de ses dernières sorties. Gilles. On retrouve un parcours classique. Moi, je préconise le 6, Jazzy Bell, restant sur une victoire d'ailleurs sur la distance. Ah, vous les voyez belles. Bon, c'est tout pour samedi au niveau des trotteurs. Dimanche, on a regardé à Agen ce qui se passait, Alex? Oui. Ouais, je vous écoute parce que Gilles, non, Agen, c'est pas son truc. Oui, vous voyez, corde à gauche, corde à droite, c'est pas son histoire. Je vous écoute, Alex. Alors, dans la première, le 5, un Fleuron de Neuvy qui retrouve le parcours et la catégorie de son dernier succès. Pour les couplets, vous pouvez lui associer le 3 Falaki de KO et le 4 Free Destin. Dans la deuxième, la course montée, je pense qu'il y a 2 partants, le 4 Phil Cool Deb
Et le 7, Elisa Musica. Dans la troisième, le 6, un Jewel the Best. La dernière fois, il était battu par Justin Bolt qui a répété aujourd'hui de façon magistrale. Donc c'est un favori normalement logique. Vous pouvez reprendre la ligne de la dernière fois avec le 4, Japlo du soir. Et là, ça Justice d'Orgueil. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 5, Irati du M, qui a affronté des bons lots à 3 ans. Il a affronté une XS Bleu, Highway notamment. Il est allégé dans sa ferrure et je pense que s'il trotte, il peut fournir le lauréat de la course. Attention, 12, Ilford, la dernière fois, l'entourage y comptait. Cette fois, on enlève les 4 fers pour la première fois. Je pense que c'est bien. La cinquième, le 2, Elgien d'Alpha, qui mériterait de renouer avec la victoire. Avec le 5, Happy du Vallon. Et le 10, Houston de Cagel, pour qui ce sera une question de sagesse. Dans la sixième, le 15, Galupanpa est en retard de gain. Il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. J'aime bien le 6, un General Wood qui revient également au top. Et comme outsider, le 16, Golden Creek qui sera plaqué devant. Dans la septième, j'aime bien là, c'est Kido Alpha. Malgré le fait qu'il n'ait qu'une course dans les jambes, l'an dernier, il a fait un festival. Le 5, Fidel Madrid qui est de retour à son top niveau. J'aime bien le 7, GG Baroque. Et le 15, Epron Freka qui n'a jamais été battu sur ce parcours. Et enfin, dans la dernière, c'est la belle course du jour. Mon coup de cœur de la journée sera le 5, Floréal. Qui adore la piste d'Agen. La dernière fois, il n'était pas chanceux. Vous pouvez lui associer le 4 à Banero de Viette, qui est un bon droitier. Le 2, Granit Abella, que j'ai pris en note à Lisieux. Et le 14, Gloria Berry, qui a affiché des progrès la dernière fois. Eh ben voilà, super Alex. Dites-moi, vous avez des partants dans la semaine qui arrive ? Je vais avoir un partant le jour du GNT à Salon de Provence. Et Régon Jupy qui revient au top. Donc on espère un bon résultat de sa part mercredi. Bon, on espère que vous y serez à Salon de Provence pour Ici Paris. Vous êtes dans votre chambre, isolé, un peu comme tout le monde. Je vais vous envoyer de l'Emo 15. Merci mon cher Alexandre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt, au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Après le trot, le galop, Benjamin, vous êtes là et nous accueillons. Comment ils vous ont appelé la semaine dernière ? Le taulier. Qui a dit le taulier ? Le pilier ? Moi, je disais le pilier, le taulier. Enfin, bref, le taulier, c'est Cédric Philippe. C'est pas mal pour lui. Ouais, le taulier, oui, c'est pas mal. Le Covidé. Aujourd'hui, Covidé. On vous envoie, c'est pareil, on vous fait un petit emballage cadeau d'Emo 15 et on vous envoie ça à la maison. Vous allez voir, ça va aller mieux après. Bon, allez. Vous en avez donné à d'autres, ça y est ? Oui, Alexandre de Koopman qui est comme vous, isolé dans sa chambre. Donc, vous voyez. Ouais. Et puis là, j'ai appris qu'à Limboaka, c'est pareil. Il va faire un test là tout de suite. Et ça, encore un test positif pour Limboakaz. Le dimanche, nous serons à Auteuil avec un Z5. C'est le prix général de Rougemont. Course Z5 traditionnelle pour les 4 ans. 14 au départ sur un parcours de haie de 3600 mètres. Cédric Jouton. Morgan Riras, qui est consultant de Radio Balance, n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est papa pour la deuxième fois. Il a été voilà. Et madame est rentrée de la maternité. C'est un peu compliqué aujourd'hui. On les embrasse tous les deux. Cédric, le prix général de Rougemont. On va faire un ping-pong. On en met un chacun. Je commence, je mets la première, je remplis la première case. Je mets le 9. Marie Costoala. Dominique connaissait sa sœur. Oui, c'est Marie Kouchouala. Voilà, je connaissais Marie Kouchouala. Mais là, c'est pour pas qu'on les confonde. C'est Marie Coastala. Voilà. Bon, voilà. Bon. Ping-pong, c'est avec Benjamin, pas avec moi, bien sûr. Okay, mais évidemment, on a trop de respect pour nos auditeurs. Voilà, c'est ça. Dites-moi. Donc moi, je vais lui opposer Tempo du Matin, le 305. Les deux viennent de finir ensemble dans le prix Univers 2 sur le même tracé. Il n'y a pas de raison qu'ils finissent pas. Bon, c'est quand même un Z5. Là, vous me donnez les demi-je, moi, ça me va pas. Bon, si c'est de bonnes bases, que veux-tu ? Donnez-moi des tocards, parce que ce quintet-là, quand même, le Rougemont, ça peut nous mettre des cotes à l'arrivée, Cédric. Comme connerie, peut-être le 13 idéal du Chénet. Ah, ben voilà. Oui. Mais bon, les Marcel, les courses de rentrée, c'est pas ça à chaque fois. Ah bon, je ne trouve pas. Non. Marcel, il sait ce que c'est qu'entraîner un cheval de course et le préparer pour une rentrée. Non, je vois ça. Et Château Yaourt, non ? C'est à Benjamin de parler. J'ai dit Château Yogourt. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en ce moment, j'ai déjà du mal à donner un cheval qui finit dans les 3 premiers. D'accord, voilà, c'est ça. Alors, on va faire la réunion d'Auteuil. Nous avons 8 courses. On commence avec le Herlandais. C'est un steeple. Cédric.
103 Écho du Chandou. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, Binge? On va faire le 105 Dr Squeeze qui retrouve le steeple après une bonne rentrée en haie. On a la base du Z4 Horde et on a le Junior Horde, c'est fantastique. La deuxième, ils ne sont encore que 6. Que joue-t-on, Cédric? Il y a une jument qui correspond particulièrement bien à l'époque qu'on traverse actuellement. Oui. 206, la Manigance. La Manigance, voilà. Je vais lui opposer l'autre représentant de François Nicole, le 203 Mister Chandou. Voilà, on a du Chandou, Écho de Chandou, Mister Chandou, il n'y a que du Chandou. Du Chandou, hein, pas du oui, du pas du Sindou. Voilà, je n'osais pas le dire. Hubert de Noailles, c'est une classe 1, parce que maintenant il y a des classes 1 comme au galop à Auteuil. Course de haie donc de 3600 mètres. Cédric? Oui, Hubert de Noailles, j'aime bien là ce Scatar qui reste sur une chute en steeple. Un chat qui a assurément du potentiel. Et on salue Gabriel Enders, qu'on retrouvera dans une prochaine émission. Benjamin? Moi là-dedans, j'aime bien la ligne du Rohan, le 406 H Chasson, qui est, je pense, un bon cheval, et le 403 Goodwood. Vous êtes le seul à aimer la ligne du Rohan. Le ouais, prix Alcide, oui. C'est pas mal. Il en faut un, il en faut un. Il en faut un, et c'est lui. La cinquième, c'est un Z5, ils sont 11 au départ. Cédric? Il y a le frère de l'autonomie qui débute, le 504, l'auteur. Un cheval qui a mis du temps à se déclencher, mais qui travaille de mieux en mieux. Et c'est quand même pour moi l'attraction de la course. Avec Angelo Zuliani, Binge. Moi, je vais tenter le 503 Imperial Mac que j'avais bien courir en province l'autre fois. Entraînement Coetil. Et on salue Vincent Mutrel, tant qu'on y est. Le prix hypothèse, groupe 3, belle course. Cédric? Pourquoi il a changé de bord? Il est en couple avec Alain Coetil, expliquez-moi. Non, mais parce qu'il a sa bonne jument, je me souviens jamais de son nom, Blue Star, qui est entraînée désormais par Alain Coetil. Voilà. D'accord. Je préfère ça. Après, je préfère ça. Non, ne vous méprenez pas, tout va bien. Je ne juge pas. Voilà. Il ne faut pas y voir malice. Cédric, non. Hypothèse. Hypothèse, un lot magnifique. Confrontation, première fois que l'autonomie affronte les 5 ans. Ouais. C'est vraiment c'est passionnant. Hein. Chacun va avoir son idée, ses scénarios de course. C'est vraiment pour moi passionnant. Je partage David Benjamin que je vais laisser parler en premier. Je ne vais pas lui couper l'herbe sous le pied. Mais cette course-là me plaît beaucoup. Au tableau, Benjamin Brami? Au tableau, en effet. Écoutez, moi, je suis fan des deux chevaux de 5 ans, Hermès B et Telem. Et effectivement, là, j'en ai parlé avec Cédric. Pourquoi pas cette fois Hermès B, qui est un cheval que François Nicole aime beaucoup. J'ai posé la question pour Ici en Paris. Je suis allé le voir. J'ai dit qu'est-ce qu'on peut dire d'Hermès B? Il m'a dit rien. C'est un crack. Bon. Voilà, ça suffit, non? Mais cela dit, l'autonomie, c'est aussi une craque. Elle va aller devant. Après, ça va vraiment être un scénario de course, mais je pense que les 2-5 ans vont lui revenir dessus. Et s'il y en a un qui finit 1, l'autre va finir à 2, parce qu'ils ont toujours fini ensemble. Donc 3-4. 3-4, 4-3. Voilà, exactement. Ça. Cédric, vous êtes d'accord avec le scénario proposé par Binge? Bien sûr, c'est que l'autonomie, par définition, doit aller devant, puisque Galomara ne court pas. Donc il n'y a vraiment pas de leader pour la course. Angelo Zuliani ne va pas avoir d'autre option que d'aller devant. À lui de gérer au mieux cette histoire-là, que la jument ne biaise pas trop. Voilà, on connaît son potentiel, mais on connaît aussi un peu ses frasques aussi. Je pense objectivement que, comme Benjamin, que les 5 ans vont finir premier, deuxième, et que l'autonomie sera troisième. Donc ça peut être une très belle course à jouer au Super 4, parce que ou au Z4 ordre, comme on aime, ou au Top 4 ordre, enfin chacun ses opérateurs. Mais l'autonomie sera, je crois, favorite. Et on peut essayer de la glisser troisième pour essayer de spéculer. Maintenant, si elle gagne, il n'y a rien à redire. C'est une vraie championne. Et voilà, on va jouer offensif. Deuxième épreuve du handicap. La première, c'est le Rougemont. Prix Cachenil, c'est la 7e. C'est un Z5, 10 au départ. Cédric? J'aime 2 candidatures. Le 8, Renamin, qui cette fois-ci va courir à son poids et en plus avec une décharge de 4 kg. Et le 4, Robs Wells, que Michael Serror aime bien. Je crois qu'il pour l'instant ne confirme que très façon très partielle, mais un choix qu'il faut suivre, je crois. 8 et 4. Ouais, écoute, moi je vais faire l'impasse sur celle-là. Je comprends rien du tout. Il fait l'impasse, il comprend rien du tout. C'est bien, mais c'est bien quand on comprend rien de le dire. Moi je le dis souvent, je ne comprends pas grand-chose à pas grand-chose. Voilà ce qui m'évite de parler dans le vent. La 8e et dernière, le Mitsuko 3, le 9 partant. Cédric? Le 9 va gagner, il faut chercher le deuxième, non? Intense Raffles, c'est un vrai bon cheval. Intense Raffles, le numéro 9, c'est le gagnant. Voilà. Débutant ce type, mais je crois qu'il va gagner. Après, d'ailleurs, c'est ouvert. Qu'est-ce que tu vois, Benjamin? Moi, je vois le 802 infrarouge. J'ai beaucoup aimé l'autre fois sa fin de course. Il retrouve le steeple. Je pense que ça va être le deuxième. Mais je ne le vois pas battre, en effet, Intense Raffles, qui est pour moi un tout bon cheval. Très bien. On a du galop ce jour-là, ce dimanche-là, à Pornichet-la-Baule. Vous avez un papier de sheet, rapidement. Comment on fait? Vous avez des chevaux? Vous avez tous les chevaux, toutes les courses ou quelques-unes seulement, Cédric?
Benjamin va prendre la main, me dire un peu ce qu'il voit ou ce qu'il a entendu. La première. Ok, bah écoutez, Allez, on y va. Alors la première. La première, j'ai beaucoup aimé les débuts de Soliloque, le 102, Oui. que Soumillon lui renouvelle sa confiance, je pense qu'il va gagner. Voilà. Je sais pas ce que tu vois, Cédric, c'est un truc. Non, je te rejoins. J'ai eu ce matin François Montfort pour Imeka. J'ai senti qu'elle allait progresser au fil des courses et que ce n'était pas une priorité ici. C'est le numéro 15 et elle débute. La deuxième, un Z4 ordre, elles sont 7. C'est très ouvert, les 7 peuvent être à l'arrivée. Comme ça, le 202 Safni qui a débuté victorieusement à Lyon, un petit lot. Et le 201 Point of Fact qui a gagné en débutant à Chantilly, mais franchement, aucune conviction dans cette course. Cédric, on tamponne. Pour moi, la base, c'est le 3 d'Orti-Gurti qui va être dans les 3 voilà, 1, 2, 3, on a très bien là-bas. Il a l'avantage d'avoir beaucoup de métiers. Vous savez, c'est vraiment un piège pour malin pour nicher. C'est un hippodrome très compliqué qui demande une aptitude particulière. C'est un hippodrome sur lequel il faut accélérer en tournant, accélérer en virant. Et c'est pas du tout ce qu'on apprend en région parisienne. Donc, peut-être que là, c'est le 2 sont des pièges pour touristes. La troisième, c'est le prix du trèfle. Un handicap, ils sont 11 au départ. J'aime bien Amir Chalgoda et on salue, Romain Laudren-Deleuze. Cédric, on va commencer par vous sur ce coup-là. Oui, non, je vous rejoins, ce qui est plutôt inquiétant intellectuellement pour moi, mais oui, je vous rejoins. D'accord. Moi là-dedans, je vais tenter Boxeuse. C'était très bien l'autre fois à Fontainebleau, très bien placé au poids, Soumillon. Je pense que ça va gagner. Ah, ça lui rappelle sa femme, alors il dit tiens, je vais pas fâcher avec elle, je vais mettre Boxeuse. Voilà. La quatrième, le prix des Celtes, des apprentis, Cédric. Oui, des apprentis dans un lot fort peu intéressant. Là, ce groupe de creux, malgré le poids, paraît incontournable, mais ça m'intéresse pas du tout. Drôle de nom, groupe de creux, Bench. Penalty, je pense. Ah, très bien, voilà, ça fait 2 gagnants sûrs avec celui d'Auteuil tout à l'heure. La cinquième, le prix de la Grande Parade, 11 au départ, c'est un handicap encore. Là-dedans, il y a une jument qui paraît incontournable, c'est le 502 Rebelle Bailly qui est invaincu en 3 sorties à Pornichet. Donc l'aptitude à Pornichet, comme Cédric vient de le dire, c'est important. Donc jamais 304, on va dire. Cédric. On oppose le 11, Show Me Virgin, l'écurie du Moulin, qui est en pleine forme, qui a réalisé un trio cette semaine à Chantilly, je crois. Ils sont bien à Pornichet, prix de la Saint-Patrick 10 jours après, c'est cool. Sixième, 9 partants. Il y a 3 ans, il y en a 3 qui débutent. Ouais. Miss Cozy a très bien débuté à Bordeaux dans un lot qui paraît pas mal, le 606. Et je lui oppose le 604 Winter's Magic, expérimenté en grande forme. 6-4. Cédric. Why not? J'ai rien contre. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Le prix du printemps, c'est pareil, 4 jours après. 2 bonnes bases, à mon avis. Lloyd 703 qui vient de gagner, qui adore Pornichet. Et le 702 Georginella, l'autre fois, elle n'a pas dû faire sa course. Elle, pareil, elle a souvent bien couru à Pornichet. C'est 2 très bonnes bases dans ce handicap. Très bien, samedi, il y a du galop. On a Toulouse avec des lots creux. Voilà, des groupes de chevaux, en fait. Allez, Cédric, la première. Course inédit, on a regardé ou pas? On a regardé, mais on ne sait rien. Donc, voilà, on va passer la main. On passe la main. Un tout petit bruit sur le 106 La Grive à inclure dans une combinaison. D'accord. La deuxième, c'est une classe 4, une course à réclamer pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Cédric. 205 Veletico paraît très bien engagé. Maintenant, à lui de confirmer. Moi, j'aime bien le 208 Yalad Bozoul qui vient de gagner Mont-de-Marsan, un lot identique, et Sogorb Gutiérrez-Valls en pleine forme. La troisième, prix de Mont-de-Marsan, course à condition, Cédric. Bécal 305 va être sur le podium. Donc, je ne dis pas qu'il va gagner, mais pour moi, c'est un bon point d'appui pour les jeux combinés. Je vois le même, 305 Bécal. La quatrième, c'est un handicap, 10 au départ, Cédric. Chez la décimale, numéro 6, à suivre. Pour moi, elle vaut la valeur qu'est la sienne, elle va gagner handicap. Maintenant, elle a le 10 dans les boîtes, ce qui n'est quand même pas un avantage. 10 sur 10 sur une piste assez galopante. 3-1, 3-2. Moi, j'aime beaucoup le 3 Atlantigo qui cherche sa course et je pense que c'est une course pour lui. La cinquième, classe 3, les chevaux de 4 ans et plus. Moi, j'ai aucune idée spécialement. Très bien, Cédric. Cette out of time, si out of time. Tu dois gagner une course en France, c'est celle-là, non? Il n'y en aura pas d'autres, effectivement. La sixième. Alors la sixième, c'est une très belle course puisque c'est la rentrée de Making Movies, qui est un cheval qui devrait courir après le Fontainebleau et peut-être la poule d'essai. Donc ça vaut le coup de regarder. Je pense qu'il va gagner. Et je lui oppose le 3. C'est dur d'inventer dans cette course-là. Assad Zabil, qui est c'est bien aussi. Voilà. Assad Zabil et Making Movies. Cédric, on tamponne? Ouais, on va jeter dans les jeux combinés peut-être le numéro 2, As the Charm, qui a fait un gros plus dernièrement sur sa rentrée. Sa rentrée, elle est timide. La dernière fois, c'était beaucoup mieux. Là, il faut faire un nouveau progrès. C'est un choix qui peut pimenter les rapports. La septième, un handicap pour 3 ans. 12 au départ. Cédric? Aucune idée. Bon. Moi, je suis très Didier Guimin là-dedans. Le 2, enfin là, c'est le 2. Bouchera et Madifond. Voilà, base du Z4. Le tournefeuille, quel drôle de nom.
des chevaux de 4 ans et plus. Là, il y a du monde, 15. Il y a du monde. Moi, j'aime beaucoup le 5 Elusive Plant que je suis depuis un moment. L'autre fois, j'ai pas vu la course, c'était en province, hors PMU, je crois. Mais avant, je pensais que c'était bien que ça allait gagner à l'eau comme ça. Donc, pourquoi pas à Toulouse, là. Cédric? Aucune exubérance. Bon. On a regardé le Lyon d'Angers. Un petit peu, comme ça. Ouais, vite fait. C'est du plat aussi, avec le prix de Pruyé-le-Chétif. Quel joli nom de village. Très magnifique. Magnifique, en effet. Vous savez où c'est, vous, Gilles? C'est pas, hein. Bon, Cédric, vous avez vu quoi là-bas? Une Angers? Ouais, le Pruyé-le-Chétif, la une. Non, rien du tout. Rien du tout. Moi, je vais tenter le 107 Baby Boomer, une pouliche de Paul de Chevigny qui est en pleine forme. Paul de Chevigny en pleine forme, parce que Baby Boomer, un peu moins, son premier réclamé, et je pense qu'elle va gagner. L'homme plutôt que le cheval, donc. La deuxième. Mais le problème, Benjamin, il faut quand même rappeler une chose, c'est que ça risque quand même d'être galopant. Baby Boomer, c'est pas une jument qu'attend. Ouais. C'est galopant, on est sur du 3-2-3. Hein. En effet. Piste neuve, réouverture. Piste neuve, réouverture. Ouais. Mais bon, je l'ai joué dans des lots autres, je me dis que... Ah oui, c'est sûr, mais elle fait bien là-bas, elle a beaucoup d'arguments. La seule réserve qu'on puisse avoir, c'est que, en général, elle est quand même mieux en venant sur les autres. C'est vrai, non, mais tu as raison. Et ça peut être problématique. S'il peut donner une chance peut-être au numéro 9, Zezoun, qui est un cheval assez vite sur jambe, qui peut peut-être faire un numéro. Voilà. Oui, mais Zezoun... Écoutons Cédric. Ouais, pour une fois. La deuxième, prix de l'hippodrome de Tour-Chambray. 9 au départ. Je n'ai pas vraiment d'idée, je ne vais pas être original. Cédric. Non, je ne m'adresse pas. Voilà. La troisième, on a vu quelque chose. Arasi, je pense que c'est très bien. Le 302, qui est une pouliche, Arasi, là, pour le coup. Ah oui, parce qu'il y a un Y. Exactement. Parce que le mâle, il y avait un I. C'est vrai. Alors ça, je le sais. Non, je pense que si elle est bien, je crois qu'elle est bien, d'après ce qu'on m'a dit, elle peut gagner. Cédric? J'aime bien le 8 Trabuco, qui est un cheval qui était très estimé en début de carrière. Qui avait gagné en débutant à 5 trous, non c'était lui, ouais. Après, ça s'est plus ou moins bien passé. Un cheval qui a été castré. La première, ça peut être la bonne. Ça me plaît beaucoup. Quatrième, compliqué. Compliqué. Je suis étonné de voir déjà Carlos Lafont-Parias qui va jusqu'au Lyon d'Angers pour courir le 409. Hypoténus, qui est un cheval qui a montré qu'il pouvait gagner un GPS. Il s'est acheté un GPS. C'est possible. Voilà. Qui pouvait gagner un Méden à Paris. Donc si je le vois gagner un Méden à Paris, il doit être capable de gagner un Méden au Lyon d'Angers. Cédric? Je prendrais presque le raisonnement à l'envers. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je me dis que c'est un garçon qui est quand même une assez haute estime de lui-même, qui aime bien courir dans les courses un peu valorisantes. Et s'il court Hypoténus ici, c'est que peut-être il n'a pas évolué comme il le souhaitait, ou du moins il ne travaille pas comme un cheval capable de gagner à Paris. Donc je prends le problème à l'envers, et je suis plus prudent. Plus c'est loin, moins c'est bien. J'irai plus sur un cheval amusant. Bon, après, c'est une troisième course, donc peut-être qu'on va avoir dans l'esprit les handicaps et qu'on va surtout lui donner une bonne leçon. Mais le numéro 3, Saint-Gérand, je trouve qu'il a fait un gros plus dernièrement. Et c'est un cheval que, même si on ne le touche pas demain, on doit inscrire son nom dans une petite colonne. C'est un cheval qu'on doit pouvoir toucher dans les handicaps assez rapidement. Pardon? Saint-Gérand, je sais où c'est par contre. Ah non, mais je m'en fous. Moi, c'est Pruyé-le-Chétif qui m'intéressait. Mais bon, vous ne savez pas. Mulsanne, on sait où c'est. Hein. Mulsanne, c'est dans la banlieue Mancel, la ville du Mans. Et Dominique, il sait très bien où est Saint-Véran, lui. Saint-Véran, oui. Mais pour d'autres raisons. Ouais, exactement. Le prix de Mulsanne, c'est la 5e. On a deux noms partants, les numéros 3 et 15. Rapidement, qu'est-ce qu'on joue parce que, bon. Ah, le 3 est non partant? Ouais, le 3 alors est non partant. je vais passer la main alors. Ah, le 9 Force de l'Aube, une pouliche que j'aime bien, qui a un très joli physique et qui sera sûrement mieux à 3 ans qu'elle n'était à 2 ans. C'est vrai que j'ai remarqué que les pouliches qui avaient un joli physique vous plaisaient beaucoup. Le numéro... Oui, puis j'aime les voir se projeter, les voir un peu évoluer avec l'âge. Vous aimez les belles pouliches qui se projettent, j'ai bien compris. Prix de Rouillon, c'est la 6e, 16 partants. T'as une idée là-dedans, Cédric, ou pas? Non, je connaissais le prix de Souillon. Non, il y a un R, vous ne me le ferez pas dire. D'accord. En espérant que ce ne soit pas le prix de Bouillon. Non. Non, ça peut être aussi. Ouais, ça peut être. Oui. Passe la main, tout le monde passe la main. Moi, je passe la main aussi. Bon, la dernière, c'est le prix d'Arnage. Prix du Carnage. Ah, ben voilà, Du Arnage, Carnage, ouais. Bouillon, Carnage, extraordinaire. Ils l'ont fait exprès. Oui. Et sans oublier Pruyé-le-Chétif. C'est pas où c'est. Bien évidemment. Mais moi, j'ai mon abonnement là-dedans. J'ai le 707 Crossy qui revient sur le gazon et qui va pas tarder à gagner une course comme ça. Crossy, la famille Planck. Cédric?
J'aime bien là Son of Maria qui reste sur une tirelle d'échecs, mais qui, dans un bon jour, peut tout à fait enlever une épreuve aussi modeste que celle-ci. Et puis, quand même, au Lion d'Angers, jouer Norbert Lender, c'est pratiquement une religion. Hein. Il faut quand même dire. Je pense que Norbert Lender, ça a dû préparer gentiment la rentrée. Ouais. L'engagement est quand même plutôt bien. D'accord. Je suis méfiant. Bon, nous allons... est-ce que je me fâche avec eux ou pas ? Moi, je pense qu'il faudra un jour mettre les choses sur la table et dire que Fontainebleau ne mérite pas d'avoir des premiums Réunion 1 avec des Tu vas te quintés. fâcher avec eux, en effet. Oui, mais ils savent ce que je pense. Hubert de Cateux, c'est un Z5 traditionnel. Sur la ligne droite, ce qu'on a regardé, des points d'appui pour Déjà, Dominique, quand on dit que Fontainebleau est une course en ligne droite, c'est ne pas connaître Fontainebleau. Non, c'est-à-dire que là-bas, même la ligne droite est tordue. Comprenez ? Même la ligne droite est tordue. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est vérifiable, si vous ne me croyez pas, allez voir sur un plan du haut de l'hippodrome, vous allez voir que la ligne droite est tordue. C'est une ligne presque droite. C'est vrai. Bah, écoutez, c'est une ligne droite avec tournant. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est une ligne droite avec tournant, en effet. Qu'est-ce que je joue là 3 excellentes bases. Ah, à mon avis. Hein. Bon. Je pense déjà qu'il ne faut pas tellement faire gaffe au numéro de corde, même si le terrain est bon. J'ai revu la course l'année dernière, ils avaient monté, ça venait un peu de partout, c'était un peu bizarre. Bon, je crois qu'il y avait 100 mètres de moins, mais justement, ça n'a pas joué. Le 1, Moubaleg. J'y étais l'année dernière. Ouais. Mais alors, il s'est passé un truc, comme m'avait expliqué, c'est-à-dire que c'était plus roulant à l'extérieur, parce que la pelouse, le gazon était tondu à l'extérieur dans le sens des chevaux. Ah. Alors qu'à la corde, c'était à rebours des chevaux. Tout n'était pas tondu de la même manière. Et Moubaleg, Jean-Vincent Tout avait gagné à Grégory Benoît. Exactement. C'est lui qui avait gagné. Ouais. C'est lui le tenant du titre. Ouais, Moubaleg, en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il a vaincu en 3 sorties sur cette ligne droite. Bon. Je crois qu'il est un peu meilleur sur un peu plus court, mais bon, 1100, 1200, ça devrait le faire, surtout si c'est roulant. Et 2 autres bonnes bases, le 14 High Dream, pareil, qui adore Fontainebleau, et le 2 Kid Fresh Memories, qui est incontournable. Le 2, le 14 et le premier dont vous avez parlé, c'est L'As, le 14 et Moubaleg, tenant du titre. Cédric. J'ai l'impression de m'entendre dans l'émission 100% Quintet qui sera très prochainement sur Facebook, sur Twitter, sur tout. C'est-à-dire que vous avez les mêmes bases que Benjamin. Pratiquement. J'aime beaucoup l'As et le 2, et le 14 pour moi est une possibilité, comme l'est aussi le 5 Chirimiri. On peut très bien aussi reprendre Cerido pour une cote, comme le 4 Weshdan. Eh bien voilà, on écoutera 100% Quintet. C'est vous qui l'avez fait, hein, donc on écoutera vos pronostics. 100% Quintet du groupe Paris Turf. Paris Turf, vous collaborez tous les deux, Cédric Philippe et Benjamin. Merci, vous avez été concis, précis et puis finalement, j'espère, assez complet puisqu'on a parlé de toutes les réunions de galop. On va maintenant... On n'a pas parlé de Médane, Dominique. Non, c'est trop compliqué. Non, je parle pas la langue. On va regarder, on va encourager les Français, mais c'est trop compliqué pour le faire. On a qui comme Français parce qu'il y a des lots. Il y a 9 Français. 9 Français. Bon, ben voilà. 4 dans la course d'arabe. Ouais. Voilà. Bon, on n'a pas le temps, on a de l'actualité ici. Ouais, exactement. Il marche à l'IMO 15 là-bas Je sais pas, à mon avis c'est pire que ça là-bas. C'est pire que ça là-bas. Bon, et on va pas se fâcher. Non, mais on va pas se fâcher avec tout le monde. Non. Même, hein, parce qu'on avait marre de recevoir des recommandés. Allez, on va aller retrouver nos invités. La belle affaire. Alors messieurs, j'ai écrit les petites choses, mais vous allez les amender, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alim Bouakaz du Parisien aujourd'hui en France, vous avez suivi cette affaire auquel il convient de donner un nom. Ce n'est pas l'affaire Briand, ce n'est pas l'affaire Cotin, ce n'est pas l'affaire Gabeur. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les investigations ont été menées par rapport à un produit qu'on appelle l'Emo 15. Appelons-la l'affaire de l'Emo 15. Cette affaire de l'Emo 15 démarre mardi matin. Vous avez suivi ça pour le Parisien. Vous serez avec nous. Nous avons Benjamin Bramy, vous êtes là bien évidemment. Gilles Oisouet, vous intervenez que vous voulez. Nous avons Thierry Villary de France Télévisions avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Thierry, entre autres, vous êtes spécialiste du dopage. Oui, entre autres choses. Entre autres sports. Vous vous intéressez au sport, mais également aux à côté du sport. Nous sommes bien d'accord avec cela. Nous accueillerons dans quelques instants une vétérinaire qui nous dira qu'est-ce que l'Emo 15, qu'est-ce que le DMSO, des molécules, des produits qui ont été retrouvés chez certains entraîneurs. On donnera leur nom dans quelques instants. Et nous accueillerons également Pierre Ballester, qui est un confrère. Pierre Ballester, qui a écrit beaucoup de livres sur le dopage, et notamment sur l'affaire Armstrong. Avant tout le monde, il a dénoncé la supercherie qui était celle de Lance Armstrong, qui a été déchu de tous ses titres en 2012. Il a également écrit sur le rugby, sur le même sujet. Et il nous racontera un peu son expérience de lanceur d'alerte de celle
qui ruine une carrière. Il s'en est sorti, mais il nous dira tout cela. La belle affaire, disais-je, mardi matin à 6h pétantes, c'est l'heure légale à laquelle peuvent commencer les interpellations. Une centaine de policiers ont investi certains établissements dans toute la France. Ils sont intervenus à La Teste et Mont-de-Marsan chez les Gabeurs, animateurs de l'écurie Sagara, une écurie d'obstacles. Ils sont intervenus chez David Cotin à Chantilly, chez Yannick Alain-Briand à Fuveau dans les Bouches-du-Rhône, chez Junior Guelpa dans le Var, chez Philippe et Benoît Rouer en Seine-et-Marne à Lésigny. Ensuite, des propriétaires, des vétérinaires, des pharmaciens, dont Michel Cromer, pharmacien, lui, en Seine-et-Marne, dont le nom était déjà bizarrement apparu dans l'affaire dite Chérel. Ces gens-là ont été également interpellés. À l'étranger, les forces de police locales se sont intéressées à un vétérinaire italien, M. Ugolini, un vétérinaire du Pays Basque espagnol, M. Diego Husson, et un Maltais à la réputation pour le moins sulfureuse. Alors lui avait tellement de casseroles que je vais peut-être éviter de vous donner son nom, mais c'est vrai que Malte, on a toujours des trotteurs d'âge qui vont se recycler là-bas. Mais les entraîneurs français répugnent de plus en plus à revendre leurs trotteurs là-bas. Pour le moment, dans cette enquête dont l'épicentre est le parquet de Bordeaux, les investigations ayant commencé depuis 2020 à Mont-de-Marsan, c'est bien ça, Alim Ouakaz? Oui, absolument. Ça faisait un peu plus d'un an que... Voilà, 2020, début des investigations. 2021, ouverture d'une information judiciaire. Ça part de Mont-de-Marsan. Donc, le parquet... Le parquet, c'est celui qui gère l'affaire, c'est celui de Bordeaux, c'est normal. Je crois qu'il y a des préleveurs qui avaient vu des choses un peu bizarres. Alors attendez, on va y revenir. 3 personnes ont été mises en examen, Luc et Baudouin Gabeur, les animateurs de l'écurie Sagara, et l'entraîneur Jean-Laurent Dubord. Yannick Alain-Briand et sa compagne Sophie Blanchetière sont toujours en détention provisoire à Marseille, dans l'attente d'être présentés au juge d'instruction de Bordeaux, parce que vous le savez, le juge n'attend pas Yannick Alain-Briand, il a d'autres personnes à voir, et il ne travaille pas le week-end. Et à l'issue de leur garde à vue, il décidera éventuellement de leur mise en examen et pourquoi pas d'un contrôle judiciaire. Voilà pour les faits. Alors, il y a 2 molécules qui étaient recherchées par les enquêteurs spécifiquement. On a l'hémo-15 et le DMSO. Ce sont des noms que vous avez vus dans la presse. N'étant ni pharmacien ni vétérinaire, nous avons demandé à une spécialiste, le docteur Claire Skiluna, à quoi servent ces molécules, l'hémo-15 et le DMSO. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Claire Cicluna, vous êtes vétérinaire à Chamans. Chamans, c'est dans l'Oise. Vous travaillez sur la Normandie. Vous êtes spécialiste de la médecine équine. La question que nous voulions vous poser dans Radio Balance, c'est qu'est-ce que l'hémo-15 ? On parle d'hémo-15 dans l'affaire éponyme. Ça sert à quoi l'hémo-15 ? L'hémo-15, c'est un concentré de vitamines, ni plus ni moins. Donc, il y a des vitamines B6, B12. Et la vitamine B12, on sait qu'elle sert à fabriquer des globules rouges. Voilà, donc c'est juste un concentré de vitamines. Concentré de vitamines, on a aussi des métaux qui interviennent. On a du zinc, on a du fer. C'est pas des métaux, on appelle ça des oligo-éléments. Ah, oligo-éléments, oui. Voilà, et les oligo-éléments sont des éléments indispensables dans tout organisme, quel qu'il soit. Donc, et en l'occurrence, ces oligo-éléments-là, ils sont utiles pour la fabrication des globules rouges, encore une fois. Si on n'en a pas, on ne peut pas vivre. Ce sont des vitamines, si je peux me permettre. Thierry Villary de France Télévisions est avec nous. Ce sont des vitamines et des compléments que l'on retrouve également dans les cures d'EPO chez les humains et chez les sportifs qui veulent se traiter à l'EPO. Vous validez le propos, Claire ? Non, les vitamines, c'est en plus. Donc que les athlètes humains prennent de l'EPO et prennent en plus de la B12, peut-être. Mais en l'occurrence, là, on parle simplement de vitamines qui existent même dans certains compléments alimentaires. Non, mais je veux dire qu'on prend de l'EPO, quand on fait une cure d'EPO, les sportifs qui prennent des cures d'EPO prennent aussi en plus des compléments à base de fer, de vitamine B12, etc. Donc c'est quelque chose qui pourrait accompagner. Non, mais en plus, on peut quand on veut faire du dopage, on peut prendre tout ce qu'on veut, monsieur. Mais en l'occurrence, là...
ce médicament-là, on me demande qu'est-ce qu'il est. Je vous dis, c'est un concentré de vitamines. Point, comme vous pourriez aller chercher du Berocca pour vous. Hein. Ni plus ni moins. Docteur, ce médicament-là a été autorisé en France un temps. Avant 2009, j'ai pas retrouvé la date où on lui a retiré l'AMM. Aujourd'hui... Non, pas du tout. Non, on confond deux choses. Vous confondez l'Hémo 15, qui est effectivement B12, B6 et peu importe. Hein, et avec un autre médicament qui s'appelait le Biodil. D'accord. Et le Biodil, il avait juste la cyanocobalaminine et donc de la vitamine B12. Voilà. Et de voilà. Enfin. Mais c'est deux choses différentes. Il y en a un qui est un petit peu plus vitaminé que l'autre. Donc ce médicament-là, Hémo 15, il a toujours été en vente en Europe. Voilà. En France, il n'a pas eu d'AMM parce qu'en fait, il y avait des équivalents. On nous a dit qu'il fallait à l'époque mélanger de l'Ultra B et du Biodil pour avoir la même chose. Donc, ils n'ont pas jugé utile d'avoir ces médicaments-là en France. Mais voilà, mais il a toujours été en vente en Europe. Pour vous, en tant que praticienne, est-ce que le Hémo 15, ou les Hémo 15, parce qu'il y a plusieurs marques génériques, est-ce que c'est un produit dopant? Attendez, il y a plusieurs marques génériques. Non, je parle de l'Hémo 15. Et en plus, quand on parle d'un nom déposé, il y a un laboratoire derrière. Le laboratoire, en plus, c'est un laboratoire français qui s'appelle Vetoquinol. Donc, on parle d'un médicament là. Qui n'est pas un médicament, puisque ce sont des vitamines. D'accord. Vraiment, je pèse mes mots. Il a le nom de médicament parce qu'en fait, c'est un produit que vous faites en injectable. Et c'est ce qu'on appelle un médicament par définition. D'accord ? Mais en tant que tel, ce ne sont que des vitamines. Donc, pour vous, c'est pas dopant? De composition, il n'est pas dopant, non ? Mais il y a du cobalt quand même dedans. Et le cobalt... Oui, mais monsieur, je répète, le cobalt est un élément essentiel à tout organisme pour pouvoir avoir des globules rouges et donc à pouvoir transporter l'oxygène. Donc vous respirez vous parce que vous avez du cobalt en vous. D'accord. Et le cobalt, il a bien été défini en tant que tel il y a déjà un certain temps par les règles des courses. Il y a une dose à ne pas dépasser. Mais si vous avez 0 cobalt, vous ne respirez pas. Vous ne pouvez pas vivre. Donc le cobalt, il existe dans certains aliments et il existe dans certains produits. Donc oui, il y a du cobalt. De toute façon, les chevaux, ils sont aussi comme les athlètes humains, et encore plus même, testés régulièrement à chaque arrivée. Et donc le cobalt, il est dans les produits qui sont testés, largement testés. Donc si les chevaux étaient positifs au cobalt, de toute façon, ils seraient sortis positifs au cobalt. Donc et là, on n'a pas parlé de chevaux qui étaient positifs, que je sache. Dans cette affaire-là, j'ai pas vu de chevaux positifs au cobalt. Intramusculaire, intraveineuse, avant ou après un effort sportif? On parle de vitamines et de produits qui vont aider à la fabrication des globules rouges. Par définition, on fait plutôt ça en amont pour la préparation du sport. Mais en amont, ça veut dire effectivement avant l'effort. Mais avant l'effort, ça ne veut pas dire juste avant. Ça veut dire on est dans la préparation du sportif. Donc c'est dans les semaines qui précèdent le travail, la compétition, et pendant la période de travail avant les compétitions. Et moi, si je viens vous voir, je vous dis j'ai un cheval, concours hippique, course, et je veux lui donner de l'Hémo 15, vous allez me le déconseiller? Non, je vais vous dire, monsieur, quand est-ce que doit être en compétition votre cheval, et on va aller sur l'application des règlements, etc. D'abord, ce sera un examen clinique de votre cheval pour savoir si effectivement il en a besoin ou pas. Donc il y a un examen, il y a en plus une prise de sang qu'on peut faire pour voir si déjà il y a les globules rouges qui suffisent ou pas. On est bien d'accord, on est là pour amener des choses qui ont besoin d'être amenées. De toute façon, dans l'organisme, quand vous avez trop de vitamines, elles se retrouvent dans les crottins. Hein. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi s'il y a d'autres solutions et d'autres produits qui ont leur autorisation de mise sur le marché qui peuvent être utilisés, pourquoi utiliser de l'Hémo 15 alors? Alors, pour revenir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, effectivement, le Biodil, lui, il a été arrêté en France, d'accord? Donc, comme il a été arrêté, effectivement, en injectable, on n'a plus grand-chose avec de la vitamine B12. Il en existe un autre où il y a en plus un acide aminé à l'intérieur.
Voilà, après, il y a certaines personnes qui avaient leurs habitudes et ça a continué comme ça. Vous savez, là maintenant, on est dans un marché qui est européen et d'ailleurs, la nouvelle réglementation européenne qui vient de sortir depuis le 28 janvier 2022, d'accord, autorise effectivement la possibilité d'utiliser des médicaments qui sont dans la zone européenne et qui sont référencés dans une base de données tout à fait accessible à tout le monde sur Internet maintenant. Donc selon vous, il est autorisé ce médicament ou pas? Ce médicament n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en France. Si vous en faites la demande à l'agence du médicament, vous pouvez vous en procurer. Et docteur, je me permets... Alim Bouakas du Parisien aujourd'hui en France. Oui, alors merci pour toutes ces précisions. Alors je pense que comme pas mal des auditeurs, nous n'avons pas le vocabulaire qui est le vôtre. C'est une question que tous les Français entendent depuis un peu plus de 2 ans. Parmi tous les produits que vous avez cités, avez-vous des conflits d'intérêts? Ah, aucun, monsieur. Alors là, aucun. Je suis vétérinaire, praticienne, j'achète mes médicaments et je suis libre du choix des médicaments que je prescris aux chevaux. Non, mais nous, ce qui nous alerte particulièrement, et sans doute ce qui a alerté aussi les enquêteurs, c'est l'approvisionnement de ce produit venant d'Espagne, sans aucune demande a priori préalable ou aucune démarche administrative. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même si j'entends bien que ça peut être des compléments, des compléments vitaminés, etc. Mais pourquoi dans ces cas-là les faire passer sous le manteau? Vous voyez ce que je veux dire? Alors la réglementation, c'est une chose, l'appliquer c'en est une autre. Il y a un code de la route et il y a souvent des gens qui prennent des excès de vitesse, voilà. Le fait qu'effectivement il faille faire une demande, c'est une contrainte supplémentaire. Le fait que aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, on rappelle aux gens, à la fois les vétérinaires, à la fois les entraîneurs et toutes les personnes de la filière équine, qu'il y a effectivement, oui, des règles à respecter et pendant longtemps, à vrai dire, c'était pas bien respecté. Depuis, on va dire 5 à 10 ans, d'autant que vous n'êtes pas sans vous souvenir de la fameuse histoire des lasagnes avec la phénylbutazone. Il y a des tas de choses qui ont bien changé, des attitudes professionnelles qui sont bien meilleures, une réglementation qui est mieux appliquée, la conformité de tout le monde n'est pas encore de règle, mais il y a tout qui est mis en œuvre vraiment depuis plusieurs années pour que ça le soit et qu'il y ait plus de divergence. Clairement, effectivement, là, c'est un défaut de conformité et il est vrai que ça, par contre, ça peut être répréhensible. Maintenant, le produit en lui-même, si vous voulez, ne mérite pas d'être traité comme c'est du dopant et c'est de la bande organisée, etc. Franchement, l'Emo 15 en lui-même, non. Voilà. On a parlé également d'un autre produit, mixture, molécule, c'est le DMSO. C'est quoi cette affaire? Alors, DMSO, je vous passe juste ce que ça veut dire diméthylsulfoxide, qui est en fait un produit qui est bien connu et assez utilisé chez le cheval pour beaucoup de choses. Il peut être utilisé sur des problèmes neurologiques d'urgence, sur des problèmes très inflammatoires d'œdème pulmonaire en urgence, encore une fois. Donc c'est un produit entre guillemets qu'on pourrait appeler ils appellent ça aux États-Unis les produits grand-père. Voilà. Et un peu des traitements, comme nous on appelle ça, des traitements de grand-mère, quoi, des recettes de grand-mère. Néanmoins, c'est un médicament, un produit, parce que encore une fois, il est médicament par définition, parce que soit il s'injecte et soit il s'applique sur la peau, qui apporterait des propriétés à la fois un petit peu analgésique, un petit peu antalgique, un petit peu, on lui porte beaucoup de propriétés qui, en fait, médicalement parlant, n'ont jamais été prouvées. Et ça, vous pouvez faire toute la littérature. Il y a beaucoup de, de croyances aussi dans le cheval. Vous savez, les gens fonctionnent par habitude. C'était comme ça avant, ça rendait service. On a l'impression que le cheval a été meilleur ce jour-là parce qu'il a eu ça.
Et donc après, on refait ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont appris ou votre maître d'apprentissage. Donc c'est un produit qui existe toujours dans la pharmacopée vétérinaire. C'est un produit que vous pouvez en trouver en France. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger pour l'avoir, clairement. Encore une fois, les propriétés, elles restent à prouver. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment, selon vous, il n'est pas vraiment anti-inflammatoire, par exemple. On a l'impression que, mais bon, la poudre de perlimpinpin, pas tant que ça. Je vais vous donner pour preuve, c'est que c'est un produit qui est souvent utilisé aussi, par exemple, en application cutanée, mais avec un autre produit pour le faire pénétrer, parce qu'il a une très forte action de pénétration de la peau. D'accord. Vous en mettez un petit peu sur les doigts avec certains produits qui en contiennent, et puis tout de suite, vous allez avoir, dans les minutes qui suivent, un espèce de goût amer dans la bouche, parce qu'en fait, vraiment, il passe très très bien la barrière cutanée. Donc, c'est un produit qui est vraiment souvent utilisé pour aider à la pénétration, mais en tant que tel, tout seul, franchement, les propriétés n'ont pas été prouvées, médicalement parlant. Et il n'y a aucun risque d'effet masquant, par exemple? Pas tous en même temps. Thierry Vildary. Je dis, il n'y a aucun risque d'effet masquant, par exemple, par rapport à d'autres produits. Ce n'est pas une molécule qui perturberait la détection d'autres molécules. Non. Masquant, non. Par contre, il peut aider, encore une fois, si vous l'utilisez avec un anti-inflammatoire comme la dexaméthasone, il va vous aider à faire diffuser la dexaméthasone à l'intérieur de l'organisme. Mais en tant que tel, il ne va rien masquer. Non. D'accord. Ouais, docteur, merci pour ces lumières, mais je vais les solliciter une fois de plus, désolé. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, Alim. Hein. Non, mais la question méritait d'être posée. En revanche, les deux produits ou molécules qu'a évoqué Dominique Corrier, donc vous nous avez expliqué qu'elles étaient légales et puis entre guillemets habituelles, voire coutumières. Légales, non, utilisées souvent. Voilà, utilisées souvent. Légal, il n'y a pas d'AMM, donc on ne peut pas en avoir en France, on ne peut pas utiliser. Bon, voilà, c'est. Voilà, il y a de la conformité réglementaire. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas d'affaire, Alim. Est-ce que vous pensez que les autorités judiciaires font fausse piste, ou que ce sont deux produits qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt? Alors, honnêtement, pris en tant que tel, et honnêtement là, je n'ai comme information de produits que ces deux-là. Ces deux produits-là, ce sont eux qui font l'affaire, franchement, on tombe dans le réglementaire. Et dans le réglementaire, d'avoir approvisionné des gens en France avec des produits qui n'avaient pas l'autorisation de rentrer en France. Voilà. Là, vous parlez pour le pharmacien, pour le vétérinaire. Éventuellement mis en cause. Pour le vétérinaire et où les personnes qui les ont utilisés. Hein, parce que des fois, ils savent très bien commander sur Internet, etc., sans passer par la case de leur vétérinaire, hein, quand même. Hein. Donc voilà, mais là on est dans du réglementaire et de la conformité de réglementation. En tant que tel, ces produits-là, franchement, depuis le temps qu'on les connaît, si vraiment à eux seuls ils étaient dopants, mais il y aurait plus de chevaux qui gagneraient des courses de manière inhabituelle, hein, franchement. Hein. Ça, ce ne sont pas des produits dopants, c'est pas ce qu'on appelle un produit dopant. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la réglementation, elle dit d'un côté la partie médicaments, vous n'avez pas le droit d'utiliser des produits en France, et après il y a la réglementation des courses. Donc il faut savoir aussi utiliser ça et se fier à ces règles-là, et effectivement dire aux gens, non, après 2 jours avant une course, vous n'avez pas le droit d'injecter un produit, c'est écrit dans le code des courses, donc ça c'est aussi du réglementaire. Donc le dopage, c'est pas lié uniquement à un produit, c'est aussi lié à une utilisation. Mais en tant que tel, ce que nous, on entend par dopant, on pense souvent cycliste ou athlète, athlétisme, etc., avec des super produits qui vont comme le PO, comme les anabolisants, etc. On n'est pas du tout dans cette gamme-là. On est dans des produits d'utilisation courante.
Mais quand les gens se plaignent, parce que le système sportif et surtout celui des courses est basé sur la confiance. Le parieur doit avoir confiance dans la sincérité de la performance fournie par le cheval. L'éleveur doit être confiant dans la sincérité d'un palmarès, que ce ne soit pas un palmarès galvaudé, obtenu par la tricherie, parce que le dopage, rappelons-le, est une tricherie. Lorsque la confiance est ébranlée et qu'on nous sert cette affaire de l'EMO 15 et du DMSO, je me dis que si j'utilise de l'EPO, de l'hormone de croissance, du ceci, du cela, je peux dormir tranquille. Parce que le dopage qui est important, c'est celui que je viens d'évoquer, en plus oubliant le dopage génique. Ça, c'est le vrai dopage. C'est le dopage industriel, recherché, et puis que les laboratoires ont du mal à trouver parce que ceci, cela. Là, ce que vous me dites, c'est l'impression que c'est très bénin, quoi, et ça va pas chercher très loin. On est d'accord. Hein? On est d'accord. Bon, s'il n'y a que ça, sincèrement, ces médicaments-là, mais je me mouille, hein. Oui. Parce que je dis ce que je pense et j'ai l'habitude de dire ce que je pense et les autorités qui me connaissent le savent aussi, hein, y compris l'agence du médicament et le ministère avec qui on travaille sur les médicaments, sincèrement, pour essayer d'être à niveau à la fois d'un point de vue européen et d'un point de vue international pour soigner les chevaux, parce qu'il y a ça aussi, des fois, il nous manque des produits pour soigner les chevaux, clairement. Donc là, on travaille là-dessus. Mais oui, aujourd'hui, si cette affaire-là ne tient que sur du DMSO et de l'EMO 15, d'un point de vue dopage, c'est peanut. D'un point de vue réglementaire, il faut faire effectivement ce qu'il y a à faire. Ce que vous nous décrivez, ça ressemble plus à des produits de complément. Si on veut avoir une démarche dopante, c'est plus des produits de complément d'une démarche dopante, d'accompagnement, de support d'une démarche dopante, que des produits réellement cibles en dopage en lui-même. Effectivement, on peut dire que ces produits-là ne sont pas des produits dopants. Par contre, ils participent quelque part à cacher la forêt. J'en sais rien parce que après je vois pas ce qu'on peut cacher avec ça, sincèrement. C'est même pas un masquant. Voilà, la démarche du dopage, si vous voulez, sans parler de produits eux-mêmes, hein. Mais pour moi, la démarche du dopage, il faut bien la scinder de la démarche du soin. Aujourd'hui, vous connaissez pas un athlète qui n'est pas un minimum suivi et soigné avant qu'il aille en compétition. Le cheval, c'est pareil. Après, il y a des règles à respecter, il y a des délais d'élimination, il y a des moments où vous pouvez faire des choses et d'autres pas. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, un suivi longitudinal des chevaux, ce serait intéressant. Et il y a aussi, je dirais, la relation vétérinaire et entraîneur qui est aussi importante. Et qui doit aussi, malgré le fait qu'effectivement il y a un côté économique dans la filière équine et ça c'est je dirais à la fois pour le parieur d'un côté, mais aussi pour le fonctionnement d'une écurie. Il y a des propriétaires qui payent une pension, il faut du résultat. Donc c'est vrai que c'est un système qui est oppressant à tous les niveaux. Il y a des éleveurs, il y a des courtiers qui vendent des saillies, qui commercialisent des étalons, des juments. C'est pour ça on parle de filière, c'est pas pour rien. Il y a quand même et on est sur 10 milliards d'euros par an. C'est le prix de la filière des courses. Merci, docteur, d'avoir participé à Radio Balance. Vous avez éclairé, je l'espère, la lanterne de beaucoup de gens. Claire Cicluna, vous êtes vétérinaire, je le rappelle, à Chamant, dans l'Oise. Merci, docteur. Je vous en prie. Au revoir, messieurs. Merci beaucoup. Il y a plusieurs choses. Après ces propos, ça nous a éclairé un peu. Il y a plusieurs volets à dire. Tout d'abord, les sociétés de courses m'ont assuré qu'elles n'étaient pas au courant. Alors, elles n'étaient pas au courant. Elles sont quand même très mal informées. Très mal informées parce que moi, j'étais au courant depuis la veille qu'il allait se produire quelque chose mardi matin. À Limboicaz, vous étiez encore au courant depuis plus longtemps que moi, parce que vous êtes au fait avec Jean-Michel Decugis de ces affaires-là. Vous avez des indicateurs que moi, je n'ai pas. Alors, vous le saviez déjà depuis la fin de la semaine précédente. Bon. Oui, d'ailleurs, je félicite son remarquable travail parce qu'il avait déjà défriché tout le terrain. Bon. Mais je suis comme vous, je n'ose pas imaginer que nous étions les seuls au courant vu qui nous sommes, Dominique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et pour preuve que l'institution est au courant, c'est que ce sont pas les lieutenants de police des courses et jeux de Nanterre qui vont aller faire des prises de sang aux chevaux. D'accord ? Il leur faut ce qu'on appelle des préleveurs, et les préleveurs qui ont officié
étonnamment, mais ils n'étaient pas au courant, c'est les préleveurs de la Fédération nationale des courses hippiques. Certes, on leur dit pas, on va faire une grosse opération, mais quand vous recevez un courrier de Nanterre qui vous dit, bon ben voilà, ils savent que quelque chose se prépare. Et je ne peux pas imaginer, même si Jean-Pierre Barjon m'a dit qu'il avait appris cette affaire-là mardi matin à 10h, c'est-à-dire en même temps que moi, parce que RTL l'a annoncé à 11h, bon ben il est président bénévole. Oui, c'est sans doute pas le terme adéquat, voilà. Mais c'est une sorte de réquisition des préleveurs. Voilà, oui, non, mais c'est ça, on utilise les préleveurs de la Fédération nationale des courses hippiques. Ça, c'est le premier point. Donc, quand même, l'institution était au courant. Ce qui nous amène à l'opération communication. Et on va beaucoup parler de communication dans cette émission. La communication autour de cette affaire commence dans le journal du dimanche avec une interpellation des deux présidents des courses, d'un côté Édouard de Rothschild pour France Gallo, de l'autre Jean-Pierre Barjon pour le Trot, où ces deux hommes adressent une lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle, en demandant plein de choses, en demandant plus d'État dans la lutte antidopage, alors que, pour connaître un peu le sujet, on s'aperçoit que les grosses histoires de dopage ont été sorties non par les sociétés de course, mais bien par la police des jeux, par le service central des jeux et des courses. Ça, c'est le premier point. On lit aussi dans leurs choses qu'ils disent qu'ils font du suivi longitudinal. Alors, moi, je travaillais un peu avec quelques sportifs. J'ai rempli des fiches de suivi longitudinal qui est géré par l'AMA. L'agence, à l'époque, j'ai fait ça en 2006, c'était l'Agence mondiale antidopage. Je vous promets qu'à un mois d'ici, si vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous avez intérêt à donner l'adresse du dentiste. À un mois d'ici. Oui, voilà. Vous pouvez les chevaux, on ne peut pas dire qu'il y a un suivi longitudinal, ce serait mentir. Il n'y a pas de logiciel où on est obligé de dire ce que va faire le cheval dans le mois qui arrive. Bon, ça, c'est le premier point. Et alors, ce qui m'a mis hors de moi, c'est que lorsqu'on écrit « Nous sommes lanceurs d'alerte sur tous les terrains », c'est ce qu'écrivent messieurs Barjon et Rothschild. Excusez-moi du peu, d'abord, lanceur d'alerte, c'est aujourd'hui un terme juridique, puisqu'il y a des lois qui définissent les contours de l'activité de lanceur d'alerte. Eh bien, pas vraiment dans le sport. Pas vraiment dans le sport. Mais il n'y a pas de... un lanceur d'alerte, il n'y a pas de définition spécifique, certes, pour le sport, mais d'une manière générale, il y a des lanceurs d'alerte. Je pense que nous, à Radio Balance, avons reçu un lanceur d'alerte une fois qui s'appelle Kevin Borgel. Il s'est exprimé, il n'a pas dit que des choses exactes, mais le fond de ce qu'il disait était vrai à tel point que ça a abouti à l'affaire dite Rossi. C'était en fin d'année dernière. Et ce Kevin Borgel, lorsque nous l'avons reçu, c'était à l'été 2021, eh bien aussitôt on a reçu un courrier de la Fédération nationale des courses hippiques et du laboratoire nous demandant d'accorder un droit de réponse à M. Pierre Préau, ce qui aurait été suffisant pour qu'il replace certains des propos, qu'il remette de la vérité dans certains des propos tenus par Kevin Borgel. Mais en plus, on nous a demandé de retirer l'interview. C'est-à-dire que nous, lanceurs d'alerte, les vrais lanceurs d'alerte, selon les définitions juridiques que l'on peut trouver, nous les faisons parler, et ces gens-là qui se disent sans lanceurs d'alerte, eh bien... leur coupe la parole et éventuellement ne veulent pas que le grand public les entende. Alors là, ça m'a mis un peu hors de moi, ce qui m'a amené à vous faire venir d'abord Thierry Villary, parce que être lanceur d'alerte dans le sport, il y en a peu, c'est très compliqué. Oui, bien sûr. Alors je vais dire à la lumière de ce que vous venez d'évoquer, Dominique, je vais dire qu'on peut les reconnaître à deux choses. Un, à la véracité sur le long terme de ce qu'ils annoncent, parce que ça paraît souvent incroyable quand on vous révèle des choses ou qu'on vous raconte les histoires, que vous les entendez de vos oreilles la première fois. Et deuxièmement, le deuxième aspect, le deuxième élément qui permet de reconnaître un vrai lanceur d'alerte, c'est aux ennuis que lui créent les institutions, pas qu'ils dénoncent, mais qui gèrent l'environnement dans lequel il travaille ou les faits qu'il dénonce. Voilà. S'il a vraiment des ennuis par ces institutions, c'est que c'est une sorte de brevet de lanceur d'alerte. Alors, oui, Thierry, c'est un peu le cas de Christophe Basson à l'époque d'Armstrong que citait Dominique tout à l'heure. Oui, alors je crois que le lanceur d'alerte le plus célèbre, c'est quand même Denis Robert sur l'affaire Cleanstream. Voilà. Hein, c'est lui qui a fait bouger la loi. Qui a failli payer de sa vie, hein, disons-le. Hein, et puis dans le sport, on a eu Pierre Ballester.
Et il y en a un dans le monde du cheval, qui n'est pas là ce soir, et tout, etc. Voilà, mais je pense que je ne vais pas en faire des tartines, mais on peut le citer. Il s'appelle Jacques Nardin. Oui, mais... Attendez, il est préleveur. Oui, oui. Il est Je suis à la base, moi, il est à la base de non, beaucoup d'affaires oui. qui ont été lancées, et il a beaucoup d'éléments. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Oui. Je peux discuter avec tout le monde. Monsieur Nardin, je l'ai appelé une fois pour m'entendre dire mais j'ai rendez-vous avec Monsieur Henri Pourret, qui est directeur technique de l'équivalent de Guillaume Maupas au galop, mais je préfère prendre un peu de recul par rapport à ces affaires-là. Quand on est lanceur d'alerte, on parle et on répond aux questions. Il a refusé de participer à Radio Balance. C'est pas si simple que ça. Je suis bien d'accord avec vous. On aurait aimé, tiens, et je vais en terminer avec ça, j'aurais aimé accueillir dans cette émission Monsieur Dolion, qui s'est exprimé dans Paris Turf en disant j'arrête mon métier parce qu'il y a trop de dopage. J'aurais aimé qu'il vienne m'expliquer, et a priori, il aurait été, me dit-on, intimidé pour cesser de dire de telles choses. Alors, il viendra peut-être un jour, mais son propos aura quand même ça a aussi été le cas de Jacques Nardin. Ça a été, si vous le dites. Ouais. Bon, Jacques Nardin qui a publié quelque chose en disant je suis très content de ce qui se passe. Bon, on va en parler. Lanceur d'alerte, on va retrouver Pierre Ballester, ancien journaliste à l'équipe. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Pierre Ballester, bonjour. Bonjour. On discutait avant que nous vous prenions en ligne des lanceurs d'alerte, et on se demandait ce que c'était qu'un lanceur d'alerte dans le sport. Et on parlera un peu après, beaucoup même, de vous. C'est quoi un lanceur d'alerte dans le sport, Pierre Ballester ? Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui s'ignore. Je pense pas qu'on est lanceur d'alerte, né du verbe naître. Lanceur d'alerte, c'est... on le devient un peu presque à ses dépens. On ne pense pas être lanceur d'alerte, on ne pense pas être à divulguer une information, on ne pense pas aux conséquences que ça pourrait générer. Je crois que chaque individu qui est dans cette position bien le fait parce qu'il sent le devoir de le faire, quoi. Il est poussé par une motivation, par une morale, une éthique, en tout cas au moins dans le monde du journalisme, pour faire son métier, ni plus ni moins. C'est pour aller aussi un petit peu à rebours de la pensée unique, de ce flux d'informations qui va toujours dans le même sens. C'est l'un des devoirs aussi du journalisme que d'aller à rebours de la meute qui avance toujours dans la même direction. Donc c'est pas quelque chose de voulu, de prémédité, ça peut être accidentel, et après c'est la force de conviction qui fait que on le devient totalement. Est-ce que sans vous, Lance Armstrong serait toujours considéré comme le recordman du nombre de victoires dans les Tours de France, à votre sens ? Ça, je n'ai pas la prétention de le Je penser. sais bien. Je n'en sais rien. C'est vrai qu'il y a eu un effet de boule de neige, quoi. Dès l'instant qu'il y a eu ce livre sorti en 2004. Elle est confidentielle, je rappelle. Elle est confidentielle. Elle est confidentielle. Elle est confidentielle, c'est le film. Hein. Voilà, c'était un peu un clin d'œil par rapport au film, effectivement. Donc il y a eu cette enquête et qui a fait des petits, quoi. C'est-à-dire qui a été jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'agence américaine antidopage, jusqu'à un procureur et jusqu'à un procès et jusqu'à effectivement jusqu'au fait que Armstrong a été poussé à faire des aveux 8 ans plus tard, de mémoire, ce qui va assez vite en fait, mais je peux pas dire, quoi. C'est un déclencheur, mais ça aurait pu se faire d'une autre manière, et par d'autres personnes. Le fait est que c'est ce livre qui a déclenché effectivement, qui a précipité 8 ans plus tard la chute de Lance Armstrong. Lorsque vous commencez à enquêter en 2001 sur Lance Armstrong, vous êtes tout seul, je suppose, sur ça, et puis on ne vous prend pas au sérieux, à tel point que vous allez avoir des ennuis avec votre rédaction.
Alors, d'abord, je suis pas tout seul parce qu'on est deux auteurs. À l'époque, il y avait David Walsh, donc journaliste du Times. Il fallait faire cette partition franco-anglaise pour traiter le sujet. Alors, je n'étais pas supporté par une rédaction parce que je n'avais plus de rédaction à l'époque. J'étais journaliste indépendant. Je n'étais plus dans ce quotidien de sport français à l'époque. Puisque mon engagement à débusquer un petit peu de dopage ne faisait pas trop ces choux gras. Donc on a en fait on avait qu'une vague idée de ce qui pouvait nous attendre, à quoi on s'exposait. Alors, on savait que l'agente journalistique, ça peut déclencher un petit rire malicieux à Thierry, parce qu'il doit connaître ça, Thierry Vidari. Mais voilà, tout le monde vous tombe sur leur rable, tout le monde vous ignore, tout le monde vous méprise, tout le monde vous crache dessus. Mais franchement, c'était au contraire, même c'est une manière de se dire, on était dans la vérité, ou du moins une partie de la vérité. Et ça ne pouvait être que motivant. De menaces, il y a eu des menaces après coup, dès l'instant qu'effectivement, on a eu vent effectivement de la prochaine publication de ce livre, donc dans les derniers mois qui ont précédé la publication du livre, où les avocats de Lance Armstrong, ou des gens moins bien intentionnés dans le monde du cyclisme nous ont dit qu'il fallait pas mettre les pieds là-dedans, mais franchement... Vous avez été menacé? Non, on a été menacé juridiquement parlant. D'ailleurs, Armstrong vous avez collé un procès qu'il a perdu d'ailleurs. On a reçu quelques messages pas toujours gracieux et mal écrits d'ailleurs, mais franchement, on en fait totalement abstraction, quoi. Enfin, d'abord, on était persuadés du bien fondé de notre travail, et qui était, je pense, étayé, argumenté, et on savait qu'on avait quelque chose de palpable et de crédible et de tangible. Donc franchement, ça nous passait au-dessus, quoi. On va situer un petit peu, hein. Lance Armstrong est victorieux des Tours de France, enfin maintenant platonique, puisqu'il a été déchu de ses titres de 1999 à 2005. Vous commencez à enquêter sur Lance Armstrong en 2001. Il a déjà gagné 2 Tours de France. Et c'est intéressant, c'est d'ailleurs très drôle. Les vainqueurs précédents du Tour de France, ce sont Marco Pantani en 1988, le pirate. 98. 97, on a Jan Ullrich, on connaît bien aussi. Et en 1996, on a Björn Riis. On est quand même sur une drôle de descente aux enfers. Lorsqu'en 2001, vous commencez à enquêter sur Lance Armstrong en disant qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas très clair. On vous suit du côté des instances, on pense à la Société du Tour de France, on pense à l'UCI. Ils se disent c'est fantastique. Vous avez raison, Monsieur Ballester. Je ris doucement. Oui, je comprends bien que vous fassiez l'avocat du diable. Oui, alors bon, on n'a pas abordé les instances dans un premier temps. On a suivi une méthodologie. Il y a une méthode, voilà. Je ne veux pas la divulguer ici, mais il y a une méthode, mais on va pas déjà hors antenne, Pierre. Réacteur nucléaire. Ouais. On va pas au cœur du réacteur nucléaire, on va pas interroger Lance Armstrong, et on va pas interroger les institutions qui couvraient, qui savaient, qui fermaient des yeux et qui participaient tous d'une manière active, indirecte, tacite, active ou indirecte ou tacite, effectivement à l'épanouissement de ce champion, parce que ça reste un champion ni plus ni moins, dopé ou pas dopé, ça reste un champion. 0 par 1000, ça fait toujours 0. Le dopant, c'est un multiplicateur, mais il faut quand même avoir un minimum de qualité. Je pense pas, moi. Exactement. On en parlera, tiens, Thierry, tout à l'heure. Voilà. Et il les avait. Après, c'est sûr que les instances étaient un peu à la publication du livre, notamment, quoi. Elles étaient un peu, je veux dire, un peu embarrassées, un peu, parce que des médias leur demandaient leur réaction par rapport à cette publication, donc c'est toujours embêtant. Mais bon, elles n'ont pas fait partie de cette cohorte de gens qui nous ignoraient, qui nous méprisaient. Oui, mais ça je le comprends bien, parce que c'est leur fonds de commerce quand même. Mais sans plus, il n'y avait pas d'animosité
plus que ça, quoi. Pierre, j'aurais une question pour toi. Alim Bouakaz du Parisien, aujourd'hui en France. Ouais. Il y a une phrase redondante dans le milieu hippique, c'est-à-dire que évidemment c'est un milieu qui fait vivre toute une filière. Est-ce que les affaires que tu as révélées, alors moi je le constate simplement avec les audimates de France Télévisions et la popularité du Tour de France, est-ce que ça a été un désastre économique pour le cyclisme? Absolument pas. Au contraire. Au contraire. D'accord. Je ne le savais pas, merci. Non, mais ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est que le dopage, ça fait vendre. Le sexe dans le sport, en fait, ça fait vendre. L'affaire Festina, l'affaire Festina n'a jamais vendu autant de monde qu'au moment de l'affaire éponyme. Et tout le monde. Et tout le monde s'est intéressé un peu plus au vélo quand il y a eu l'affaire Festina, parce que je veux dire, quand on a un peu de sport, un peu de fait divers. C'est un peu le fantasme, Pierre, dans le milieu hippique. Mais effectivement, un sport plus propre, justement, c'est beaucoup mieux pour le grand public. Oui, sur le plan de la morale, strictement. Mais pour en revenir juste au Tour de France, il y a deux phrases qu'il faut retenir, je pense. Il est préférable d'avoir un tour à scandale qu'un tour d'ennui, où tout le monde s'emmerde, ni plus ni moins. Et la deuxième phrase qui m'avait été revenue d'un scientifique dans le monde du sport, c'était le dopage fait réagir tout le monde, et l'antidopage, tout le monde s'en fout. Donc voilà, je pense que tout est dit et résumé par rapport à ces deux phrases. La santé économique du Tour de France, elle a toujours été florissante. Vous avez rappelé l'exemple de Festina, mais il y a très peu de sponsors qui se sont désistés dès l'instant qu'on a su qu'il y avait un florilège de dopage dans le cyclisme, notamment. Il faut rappeler quand même pour le cyclisme, attendez, il ne faut pas charger la mule non plus. Si le cyclisme a été ciblé de cette manière-là, c'est parce que il concentrait à peu près 90% des contrôles antidopage. Donc fatalement, c'est sûr qu'il y avait plus de chances de ramener quelque chose d'une cible du cyclisme que pour aller ailleurs, quoi. C'est pas un contrôle antidopage qui a fait tomber Armstrong, hein. Ça n'est pas un contrôle antidopage qui a fait tomber Armstrong. Alors, absolument. Mais voilà, sur le focus que ça nécessitait. C'est lui qui a avoué. C'est vrai que les contrôles. Il a jamais été contrôlé positif, effectivement, comme beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres n'ont jamais été contrôlés positifs. Ce qui est donc un contrôle qui soit négatif n'a jamais voulu dire grand chose, quoi. Voilà. Il y en a beaucoup qui actuellement ne sont pas contrôlés positifs. Ah oui, actuellement. Mais ça ne veut pas dire pour autant. Voilà. La trilogie dans le vélo, c'est pas vu, pas pris, pas dopé. Voilà. Pas vu, pas pris, pas dopé. On peut démultiplier. Voilà. Vu leur lorgnette. Après, elle en est autrement parce qu'on sait très bien comment, et c'est toujours le cas, qu'on peut, et il y a beaucoup d'échappatoires pour ne pas avoir de contrôle positif. Il y a beaucoup d'échappatoires possibles. Et c'est plus le même dopage de toute façon 20 ans plus tard, puisque maintenant, quoi, et ça Thierry le sait encore mieux que moi, Mildari, le dopage c'est concentré sur d'autres thématiques que le dopage purement chimique à travers des médicaments. Lorsque je vous ai appelé, vous m'avez dit le dopage, je ne m'occupe plus de ça. Et pourtant, à un moment donné, c'était l'affaire de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous abandonniez? Parce qu'encore en 2015, vous vous intéressiez au dopage dans le rugby cette fois, parce que vous n'aviez pas assez d'ennemis dans le vélo, donc vous vous êtes dit, je vais aller voir en Ovalie ce qui se passe. Pourquoi la passion d'une vie n'est plus celle d'aujourd'hui? Parce que dans une vie, il peut y en avoir plusieurs. C'est vrai. Et que je m'intéresse à pas mal de choses et je me suis intéressé à autre chose. C'était une cause perdue. On le savait d'entrée de jeu. On le savait d'entrée de jeu. Dans les années 2000, il était encore possible de pouvoir faire machine arrière et puis essayer de raisonner. Et voilà, ce milieu, ça n'a pas été le cas. Mais c'est ça. Je veux dire, l'espèce humaine est ainsi faite, quoi. C'est plus haut, plus vite, plus fort. C'est la devise olympique, me semble-t-il. Pour aller plus haut, plus vite, plus fort, quelquefois, on utilise des expédients qui ne sont pas toujours licites. C'est l'espèce humaine qui est ainsi. C'est inquiétant ce que vous dites. C'est inquiétant ce que vous dites. La lutte anti-dopage, c'est un combat perdu. Mais depuis longtemps. Ce que je peux dire, en tout cas, je ne sais pas, Pierre, si tu partageras mon point de vue. En tout cas, ce que je peux dire, pourquoi est-ce qu'on arrête à un moment ? Parce que quand vous mettez le doigt là-dedans, c'est-à-dire que vous commencez à vous intéresser, vous commencez à trouver des choses, vous avez des gens qui vous parlent, qui comptent sur vous, etc., votre vie change. C'est-à-dire que vous vous consacrez à ça. Moi, je m'estime très modestement, sans avoir fait les études,
comme un médecin de campagne ou un curé. Je choisis plutôt médecin de campagne de par mes origines. Mais curé, c'est moins long les études. Voilà. Encore que le séminaire. Si, c'est long. et donc vous avez des gens et donc vous consacrez toute ou une grande partie de votre vie à ça, alors qu'à la limite, au départ, vous n'avez rien demandé. Hein, vous êtes tombé là-dedans. Ouais. Voilà. Et à un moment, je veux dire que Pierre passe à autre chose, qu'il fasse de la BD, qu'il écrive des scénarios, qu'il écrive des bouquins sur autre chose, etc. Je comprends tout à fait ça, parce que vous êtes soutenu par d'autres lanceurs d'alerte en interne qui sont beaucoup moins réputés que vous ou que personne ne connaîtra jamais. Beaucoup de gens comptent sur vous. Vous prenez beaucoup de coups, mais ça, on est blindé là-dessus. On se plaint pas de ça. Mais vous y passez votre vie, quoi. Les soirs, les week-ends, les vacances, au téléphone, etc. Oui. Voilà. Oui. Donc à un moment, c'est un peu sain de passer à autre chose, quoi. Voilà. Oui. Et puis, pour dire les choses, moi aussi, je suis toujours prof dans les écoles de journalisme. Et autant je voyais il y a une vingtaine d'années, quand on va dans le monde du sport, on vient pas de journaliste de sport par hasard. Quoi. Comme on devient journaliste de météo sur une chaîne continue, ça c'est peut-être plus accidentel. Là, c'est de la passion, quoi. Et donc, on va à rebours de ce qui nous a conduit à faire. Voilà, on va à rebours, parce que dans le journalisme de sport, le mot qui prédomine devient journalisme, et non plus sport. Et on veut restituer à peu près à l'identique une véracité, je veux pas dire, ou une réalité, je veux pas dire vérité, hein. Et donc, effectivement, ça va à rebours de soi-même. Alors, ça peut être, moi, je l'acceptais de moi-même, je voulais aller voir dans le dos du précipitateur ce qu'il en était, pour ma curiosité personnelle, dans quel environnement je suis. Après, je comprends que ça ne puisse pas être accepté par d'autres qui préfèrent, par prosélytisme, fainéantise, fermer les yeux et puis faire comme si de rien n'était. C'est une forme de conformisme. Je ne jette pas trop la pierre sur mes confrères, même si j'ai quand même un avis intérieur. Mais les générations ont un peu évolué. Il y a 20 ans, un jeune journaliste qui rentrait dans une école de journalisme, il était là pour exalter et vivre cette émotion par procuration, parce qu'il ne pouvait pas être un sportif. Et voilà, il allait être juste un spectateur ou un acteur. Maintenant, ça a bougé. Je sens qu'ils sont plus à même sur des sujets de société. On l'a bien vu sur d'autres affaires de société, qui sont la pédophilie, qui sont l'homophobie, qui sont même un peu de corruption et tout ça. Et on le voit maintenant, on le voit aujourd'hui, on le voit avec vous. Voilà, et là c'est le monde hippique effectivement qui est, on commence à soulever le couvercle et on s'aperçoit que c'est un peu nauséabond ce qui se passe là-dedans, ce qui est pas étonnant parce qu'il y a beaucoup d'apparentements d'ailleurs entre le monde hippique et le monde du cyclisme. Hein. Il y a beaucoup de transversalité, il y a beaucoup de passerelles. On a quelquefois les mêmes héros. Oui. Voilà. Entre guillemets, héros. Après, c'est l'idée de déboulonner. C'est pas pour les déboulonner quelqu'un ou de saquer quelqu'un. C'est de rendre compte d'une réalité. Voilà. Alors ça passe, que ça plaise ou non, mais ça passe effectivement par des révélations. Ce ne sont pas des dénonciations vichistes. Ce sont des révélations et des informations. On est quand même fait pour ça, on est journaliste, me semble-t-il. Mais vous êtes à un moment donné lanceur d'alerte, on est délateur, dénonciateur, et on vous montre du doigt pour ça. Ah mais non, Dominique, un journaliste n'est pas lanceur d'alerte. Un journaliste de l'information. Et voilà, son métier, c'est de donner des informations. Oui. Alors, il y a des informations courantes, voilà, tout venant sur un transfert, sur une blessure, ou je ne sais quoi. Mais quand ça monte d'un cran, quand ça révèle un comportement d'ensemble où voilà, c'est borderline ou voire au-delà, où c'est plus obscur, où c'est totalement illégal, souvent l'omerta qui est générale fait que le regard du journaliste s'arrête là. Quoi. Un journaliste. Et puis Dominique, pour revenir à ce que disait Pierre, moi j'ai commencé mon école de journalisme il y a quasiment 16 ans. Mais t'as toujours pas fini le cursus, hein? On est bien d'accord. Non, j'ai pas fini, mais c'est pour bientôt. Mais je n'ai jamais reçu autant de coups de téléphone, alors que je n'ai travaillé uniquement que dans un seul milieu de façon continue, que dans la journée de mardi. Et ça corrobore ce que vient de dire Pierre.
Et les gens te demandaient où tu pouvais acheter des mots 15. C'est ça qu'on voulait savoir? Non, même pas. J'avais pas le nom des produits. Je vais revenir parce que la lutte antidopage, c'est un combat perdu. Est-ce qu'il y a, pour vous, c'est un combat perdu? J'ai eu Jean-Pierre Barjon, le président du TRO, hier, qui m'a dit nous sommes sincères dans notre lutte antidopage. Est-ce que pour vous, la lutte antidopage, telle qu'elle elle se conçoit dans le sport, c'est une lutte sincère ou c'est une lutte hypocrite? Alors d'abord, il y a tous les propos qui sont émis, et je comprends bien par les instances, les officiels, je le comprends, mais qui reproduisent les schémas qu'on a pu connaître dans le monde du vélo, où on a la conscience tranquille, pas de ça chez nous. Oui, c'est la première défense instinctive que l'on a. C'est une cause perdue parce que je veux dire les faits qui se passent dans le manifeste, quoi. C'est une cause perdue parce que ça fait partie du bagage. On leur demande tellement de choses. On leur demande d'être performants à tout crin, de manière permanente. Qu'est-ce que vous voulez? J'allais dire, c'est humain d'une certaine manière. Je les condamne pas. Je suis pas un ayatollah du dopage ou de l'antidopage. Plutôt. Il y a des raisons, il y a des raisons intrinsèques qui poussent quelqu'un à aller dans le côté obscur de la force. Bon, moi, je dirais, Pierre, que le dopage pour un, je parle pas d'un cheval bien sûr, mais je parle d'un sportif, etc., fait partie des risques du métier. Moi, j'en veux quand même toujours à ceux qui savent, ne font rien, et les institutions qui organisent en quelque sorte les trous dans la raquette. Ceux-là, j'en veux. Parce que ce ne sont jamais eux qui prennent les coups, ce ne sont pas eux qui prennent les risques physiques, ce ne sont pas eux qui font des arrêts cardiaques à l'arrivée d'une course cycliste, comme ça a été le cas cette semaine. C'est-à-dire qu'on a quand même un vainqueur de Paris-Roubaix qui, à l'arrivée, Sonny Colbrelli, qui, à l'arrivée d'une course cycliste, fait un arrêt cardiaque. S'il n'y a pas l'ambulance et tout, etc., j'ai eu un lanceur d'alerte, j'en ai eu un que personne ne connaîtra au téléphone juste avant de venir. Il était 16h45 cet après-midi. Voilà, s'il n'y a pas les secours sur la ligne d'arrivée, on n'est pas sûr qu'on le sauve. Voilà. Il y a un jeune, je ne dis pas qu'il est dopé ou etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt cardiaque dans le vélo normalement. Voilà. On a un jeune belge qui est mort en 2018 sur Paris-Roubaix. Il est mort sur le bord de la route. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé après 1 heure de course. Voilà. Donc ces gens-là ne sont pas ceux qui prennent les risques. Et quand il y a un problème, effectivement, c'est sur Lance Armstrong qu'on braque les projecteurs et tout, etc. Donc j'ai pas de sympathie particulière contre Lance pour Lance Armstrong, mais c'est quand même eux qui prennent les risques physiques, qui prennent les risques et qui se retrouvent ensuite devant les tribunaux et tout, etc. Très rarement les entraîneurs, très rarement les médecins dopeurs, encore plus rarement les responsables des fédérations ou des instances. Voilà. Globalement parlant, les instances, les sponsors, voilà. Effectivement. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il faut des fusibles. Et pour attirer, il faut des fusibles. Et le dopage, en fait, quand on parle de dopage, c'est de manière très événementielle, maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi. Il y a une affaire qui éclate. Ah, boum. Alors, tout le monde crie à l'effroi, c'est scandaleux, machin. OK. Puis tout ça va être réglé, pourri, le dossier est pourri. Là. Et puis, il y en aurait une 18 mois plus tard, ou 3 ans plus tard, ou je ne sais quoi, du dopage sanguin ici. Et puis voilà. C'est de l'événementiel, maintenant. C'est pas une école. C'est pas une ligne de conduite. L'antidopage, c'est maintenant ça devient c'est des sujets ils ont même de moins en moins d'aspérité et de relief. Rappelez-vous, il y a 10 ans, 15 ans, quand il y avait une affaire de dopage digne de ce nom, ça alertait beaucoup et ça questionnait beaucoup. Maintenant, c'est un peu rentré dans le genre, quoi. Bah oui, ça change pas, c'est comme ça, et c'est comme ça. Il y a une fatalité, il y a une résignation, et une capitulation du même coup. Parce que depuis, certes, oui, Alim. Ouais, j'aurais une question pour nos confrères. Est-ce que vous pensez, même si c'est désormais un peu plus démocratisé, que le fait qu'il y ait des paris que les courses hippiques vivent du pari amplifie ce genre d'affaires et ce genre d'interpellation?
Est-ce que parce qu'il y a des paris, donc plus d'enjeux, ça fait que on peut penser qu'il y a plus intérêt à doper? C'est un des paramètres. C'est pas le seul. C'est une incitation, bien évidemment, parce qu'il y a de l'enjeu. Mais il faut pas croire que l'accès ou le recours au dopage est à 100% lié ou tributaire de la notion d'argent. Et il y a des gens qui se dopent, on reparle le vélo, mais ça peut être sur d'autres disciplines, qui ont 65 ans et qui tournent autour du bois de Boulogne, ou dans le bois de Boulogne, ou dans le bois de Vincennes, c'est ça pour faire le kéké devant les potes. Il y en a qui, simplement, c'est parce que, voilà, pour avoir une reconnaissance, pour être encore plus reconnu par papa ou maman, pour être le digne champion, ben voilà, ils vont traverser la ligne rouge. Il y a pas que cette notion d'argent. Elle existe. Alors, elle est effectivement amplifiée par la notion de pari sportif, mais je suis pas faire. C'est un comportement d'ensemble. On est ou on n'est pas. On veut ou on veut pas. Et c'est vrai que le monde contemporain du sport tel qu'il est maintenant, à peu près à tout niveau. Oui, moi je donne des cours à l'INSEP. L'INSEP, donc le temple du sport de haut niveau, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, alors en catimini, en off. Et puis voilà, et en one-to-one, je sais pas comment on dit, en one-to-one, face à face, voilà. Ouais, face à face. Bon, voilà, c'est pas... Voilà. Mais je peux amener un élément de réponse sur les paris. Point que, regardez, Cheikh Mohamed, qui est le... je ne sais pas s'il est Premier ministre des Émirats, je veux dire, il a quand même été vu ses chevaux. Est-ce que lui, son intérêt, c'est pas l'argent son intérêt quand il fait courir des chevaux d'endurance de ceci de cela. En revanche, on dope pour gagner. Et il a déjà dopé pour gagner. Sur les paris, je peux donner un élément de réponse sur un éventuel lien entre les paris et le dopage. Pour moi, il n'y en a pas. Pour une simple, en dehors du dopage mécanique, c'est que si vous pariez, vous voulez avoir une certitude de gagner. Ce qui veut dire que vous voulez avoir un élément qui vous permet d'être sûr qu'il est exclusif et que les autres ne l'ont pas. Le dopage, vous n'êtes jamais sûr que les autres ne l'ont pas et que ça ne vous permet pas de gagner. Le dopage mécanique, dans un certain sport que je connais, vous permet d'être sûr d'avoir un supplément d'âme par rapport aux autres. Parler des moteurs sur les petits vélos, par exemple. Et que là, il y en a vraiment. Vous pouvez parier. Pardon ? Il y en a vraiment. J'ai la faiblesse de le penser qu'il y en a eu et qu'il y en a peut-être encore. C'est incroyable, c'est fort la technologie. Mais pourquoi il n'y en aurait pas moteurs sur les chevaux, hein. Pourquoi il n'y en aurait pas dans le cheval ? On pourrait mettre des moteurs sur le sulky. C'est vrai qu'il y a des drivers, quand le cheval les voit arriver, il doit être un peu fatigué. Mais encore, c'est un peu. Faudra y penser un jour. Faudra y penser un jour. Ne mésestimez jamais l'ingéniosité du genre humain. Donc, juste pour terminer là-dessus, d'autre part, effectivement, les paris sportifs en général peuvent avoir une influence sur le résultat des courses, mais dans ce cas-là, il faut acheter plusieurs concurrents, ce qui n'est pas impossible. Il faut des arrangements. Ça nous ramène. Et il faut savoir que si on parle de l'inflation des paris sportifs, il y avait un congrès qui se tenait ces jours-ci en Angleterre, à Londres, sur les paris sportifs, un congrès mondial sur les paris sportifs. Le chiffre d'affaires estimé des paris sportifs en tout, estimé, est à l'heure actuelle de 1,45 trillion de dollars. D'accord. Et 80% issus du marché non régulé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité qui contrôle ça. Voilà. Et essentiellement venant d'Asie. Bien sûr. C'est-à-dire que l'argent est là-bas, les compétitions sportives sont ici en grande partie. Merci Pierre Ballester d'avoir fait un petit détour par Radio Balance. Nous sommes au Cardinal, je vous l'ai dit, à l'occasion, quand vous êtes de passage, un vendredi soir, porte de Saint-Cloud, passez nous voir, ça nous fera plaisir. Tu viens avec ta soutane. L'occasion fera joyeux luron. Exactement. Tu viens avec ta soutane au Cardinal. Hein. Ouais, j'entends bien. Voilà, on va rentrer dans les ordres. Merci Pierre Ballester. Vous êtes sur un livre là, hein? Non, je suis pas assis sur un livre. Non, vous êtes sur un livre. Vous êtes en train de terminer un ouvrage. Voilà la bonne question. Exactement. Un ouvrage, un tricot. Hein, voilà, c'est ça. Maille à l'endroit, maille à l'envers. Ça parle de quoi? De boxe. Ah, de boxe. Bah, ouais, vous aviez. On va se faire des ennemis là-dessus aussi? Ah non. Très bien. Je
le dopage, voilà, je laisse reposer le lait, quoi. D'accord, on va parler de boxe, prochain ouvrage de Pierre Ballester. Merci, Ce Pierre. sera avec plaisir. Merci, Pierre Ballester. Merci à vous. Bonne soirée. Bon, alors on a expliqué ce que c'était que le MO15, le DMSO. On a rappelé les faits. On a entendu un lanceur d'alerte qui nous a bien cadré quand même ce que c'était qu'un lanceur d'alerte dans le sport. Et puis évidemment, ceux qui sortent les affaires dans les courses, malheureusement de moins en moins, pourraient s'inspirer de... pas une bonne expérience, mais en tout cas du combat de Pierre Ballester. Ce qui nous a amené à Pierre Ballester, c'est cette fameuse tribune qui a été publiée par le journal du dimanche, tribune, je le rappelle, co-signée par les deux présidents des sociétés mères, à savoir Édouard de Rothschild et Pierre Barjon. Et Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre Barjon, oui, c'est vrai. Non, mais je fatigue en fin d'émission, c'est souvent comme cela. C'est pas l'alcool, hein. C'est la fatigue. C'est pas le mouette, c'est vraiment la fatigue. Donc cette tribune-là, on se dit, mais ils étaient au courant puisque 2 jours avant le lancement de l'affaire, il y a une tribune qui sort. Or, en fait, la tribune, elle n'est pas faite pour ça. Dans l'esprit de Rothschild et de Barjon, elle est pour prévenir une émission que vous connaissez bien, mon cher Thierry Villary, c'est... Complément d'enquête. Complément d'enquête, dont a priori le numéro consacré aux courses et au bien-être animal est prévu pour être diffusé fin mai, début juin, selon mes informations, mais je ne suis sûr de rien. Vous en avez des infos, Alim ? Non, j'ai aucune info. Il n'y a pas d'info. Sur la date. Non, je parle de la date. La date, moi, on m'a dit, je me suis renseigné un peu, fin mai, début juin. Donc, c'est pour... tout le monde a peur d'Élise Lucet, qui n'a absolument rien à voir avec complément d'enquête. À ce sujet-là, Paris Turf est allé écrire que Élise Lucet avait été vue à Calas avec Kevin Borgel. Pour faire un petit, je ne sais pas, en tout cas ce jour-là, il y a eu un démenti dans le Turf le lendemain. Kevin Borgel était dans son lit. Bon, voilà, parce que le fantasme dans les courses, on l'a déjà dit ici, c'est Élise Lucet qui n'a absolument rien à voir avec, vous confirmez, elle ne présente pas complément d'enquête. Rien à voir. Tristan Wallex, c'est un excellent collègue qui présente. Je ne sais pas ce qu'ils ont après Élise Lucet, mais un jour peut-être on pourra la vie pas très loin. Je peux confirmer de mon côté. Oui. Je peux confirmer de mon côté que nous étions ensemble. Vous étiez avec Élise Lucet ? Ah non. À Cagnes-sur-Mer. Et que ce jour-là où vous étiez présent avec nous tous, je pense que, sauf miracle, je n'avais pas vu Élise Lucet. Non, elle n'est pas venue. En revanche, il y a bien un complément d'enquête qui inquiète d'ailleurs les instances depuis plusieurs mois, à tel point que des mails ont été envoyés aux différents présidents de sociétés de course pour bien surveiller les journalistes qui faisaient entrer sur leur site, quelquefois qui auraient... une équipe de complément d'enquête qui se risquerait y entrer. Je ne sais pas ce qu'on a à cacher, mais a priori, ça inquiète beaucoup nos dirigeants. Donc, ce billet-là est absolument déconnecté de ce qui s'est passé depuis mardi matin. En revanche, et à la lecture de tout ce qu'on a pu entendre ici, j'ai quand même l'impression, et à lire le nombre de communiqués qui nous sont adressés, co-signés par Le Trot, France Gallo et la Fédération nationale des courses hippiques, qu'on est sur une... grosse, je ne veux pas dire grossière, opération de communication. Est-ce que vous, qui êtes étranger au monde hippique, finalement, Thierry Villary, c'est un peu le sentiment que vous avez ? La communication pour ce que vous appelez les sociétés mères est très importante, puisque à chaque fois qu'une affaire de ce type sort, même si elles ne sont pas mises en cause, parce que ce n'est pas elles qui sont convoquées devant un juge, éventuellement mises en examen, leur probité, la qualité de leur gestion est questionnée. La première question qu'on peut leur poser, elle vient de leur communiqué. Si je me souviens bien, les deux présidents disent « Nous produisons 26 000 tests antidopage par an ». Ce qui est vrai pour 10 millions d'euros. C'est le budget de la lutte. Et donc, moi, c'est une question que j'ai tout simplement posée sur Twitter cette semaine, puisque j'ai sorti l'info de cette opération. Il était 11h11 mardi matin. À quoi servent ces 26 000 contrôles antidopage s'il faut une opération policière pour en fait découvrir des réseaux, des importations, des liens entre des entraîneurs réputés et des approvisionneurs ou des dealers qui viennent d'Espagne, etc., etc. À quoi sert tout ça ? Pour travailler pas spécifiquement sur le dopage dans le cheval, mais travailler sur le dopage dans d'autres sports, ce qu'on remarque, et pour discuter avec des gens qui sont spécialisés dans
dans ce domaine-là, dans la recherche et dans la lutte antidopage, c'est qu'en fait, on s'aperçoit d'une chose, sur le long terme, je n'accuse pas spécifiquement le trot ou le galop, plus vous revendiquez des chiffres, plus ils sont importants, moins vous trouvez de dopage, moins vous trouvez de cas. Et pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous dépensez votre argent dans une foultitude de contrôles, au lieu de cibler les contrôles, de faire de l'investigation et de cibler les contrôles sur quelques têtes sur lesquelles vous savez que vous avez des informations. Si vous ne faites pas d'investigation, si vous n'investissez pas de l'argent sur de l'investigation, vous ne trouverez rien, ou vous trouverez très peu. Mais par contre, on sait maintenant, depuis, on a vu ça dans le cyclisme, on a vu ça dans d'autres domaines, que des chiffres ronflants sont souvent les stigmates d'une lutte antidopage inopérante. Justement, la lutte antidopage, vous le savez, elle est sous la responsabilité du laboratoire de Verrières-le-Buisson via la Fédération nationale des courses hippiques, qui elle-même est une émanation du trot et du galop. Autrement dit, ce sont les organisateurs de courses qui organisent également leur lutte antidopage. Est-ce que c'est pareil comme ça dans les autres sports ? Oui, alors vous avez un très bel exemple qui correspond à peu près pratiquement au cheval, c'est le tennis. Oui, parce que c'est l'ATP qui fait ses contrôles. L'ATP fait ses contrôles, sauf à Paris, où c'est la FLD qui vient contrôler, etc. Mais avec Agence française de lutte contre le dopage. Alors, pour le tennis, vous avez un laboratoire au Canada, donc il faut transporter les trucs au Canada. Jamais rien n'en sort. D'ailleurs, souvent, très peu de contrôles positifs. Souvent, d'ailleurs, c'est vrai que la similitude, souvent, on voit des joueurs de tennis qui vous disent j'arrête et qui après reviennent. Ouais. Ou qui reviennent pas. J'arrête. Le j'arrête, le temps de faire un enfant. Bon, on a eu ça. Alors peut-être il y a des hommes aussi. Il y a des Suédois qui ont arrêté, qui ont gagné ici à Paris, qui ont arrêté, qui sont jamais revenus. D'accord. C'est pas une preuve de culpabilité de dopage. Je veux dire, simplement, ce sont des choses qui interpellent. Donc vous dites qu'au tennis, le cas est à peu près similaire. La problématique qui est posée en fait aux sociétés mères, c'est est-ce qu'au bout du compte, finalement, encore une fois, sur des histoires de mœurs, sur les histoires Martialis, sur les histoires Rossi, sur cette histoire-là, c'est quand même des histoires importantes de dopage qui se multiplient là, en quelques mois. Moi, Thierry, il y a juste une question pour m'éclairer. Vous aurez appris des choses ce soir, Halim. Ah, mais absolument. Nul n'est prophète en son pays, mon cher Dominique. Et non, c'est simplement que il faut quand même rappeler que le statut de le trot et le galop, sans vouloir les défendre, ce sont des associations loi 1901. Et quelle est cette solution apparemment vertueuse dont vous parlez ? Parce que quand j'écoute, je te tutoie, quand j'écoute tes propos, j'ai l'impression qu'il faudrait presque des milices. Non, mais il y a un problème de base, il y a un problème de conflit d'intérêts à la base, et c'est pas jeter l'opprobre ou le discrédit sur telle ou telle personne. Moi, j'ai pas ces moyens-là sur Monsieur Barjon ou Monsieur Rothschild. C'est pas ça. C'est que quand vous avez à la fois une Kazakh qui court sous vos pieds et qu'en même temps vous êtes président de l'institution, etc. Dans beaucoup de domaines de la société actuelle, ça pose un problème de suspicion de conflit d'intérêts. Pas de conflit d'intérêts avéré, mais de suspicion de conflit d'intérêts. On a du mal à trouver des présidents. Alors si celui qui a des chevaux ne peut pas être président, on n'aura personne. Mais ça, c'est pas mon problème. On va nommer un fonctionnaire. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, parce que Thierry, je pourrais te citer le foot avec le président de la Fédération française de football, qui est l'ancien président de l'Onava Guingamp et qui a installé ancien président. Non, mais justement, c'est un très bon exemple. Qui a installé son gendre. C'est un très bon exemple. Le président de la Ligue de foot. Le président de la Ligue de foot est un ancien président de l'OM, mais il n'est pas président actuel de l'OM. Il n'a pas des joueurs avec un maillot qui courent sur le terrain. Et il a des choses importantes à régler qui ne sont pas faciles. Je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien réglé, mais il a eu quand même des gros problèmes de sécurité au début de la saison. Et c'était très difficile à régler, et chacun aura son avis là-dessus. Mais on imagine que ça aurait été encore plus difficile, ou que la suspicion aurait pu être jetée sur lui, si c'était arrivé dans un club, dans son club à lui.
Oui, Voilà. non, mais ça je comprends bien, mais du coup, selon toi, quelle serait l'organisation la plus vertueuse, même si évidemment on n'aura jamais un monde parfait, quelle serait l'organisation la plus vertueuse dans cette lutte contre le dopage? Je peux répondre peut-être Oui. sans doute une autorité indépendante avec des pouvoirs d'investigation. Parce que ce que reprochent souvent, Tout à fait. ce que reprochent les sociétés de course à leur lutte antidopage, c'est de ne pas avoir les moyens de police. Voilà. Et dès le moment où alors il faut mettre une autorité indépendante avec des moyens de police, mais indépendante des sociétés de course. Et On a un exemple qui est l'athlétisme, qui a été frappé par une énorme affaire, puisque l'ancien président qui est décédé aujourd'hui, Lamine Diack, a été condamné et mis en cause par son fils qui vendait l'écrasement de contrôle antidopage positif contre 500 000 à 500 000 $ environ. Voilà. Donc là, on a un exemple. C'est aux États-Unis, ça. Non, c'était en Europe. En Europe. La World Athletics League 2AF D'accord. est installée à Monaco. Donc voilà. Donc depuis, la Fédération internationale d'athlétisme a été obligée de faire un peu une forme de révolution, a installé quelque chose qui s'appelle l'AIU, l'Athletics Integrity Unit. C'est une unité d'intégrité qui est indépendante de la Fédération d'athlétisme, qui a elle-même des investigateurs qui sont quand même une sorte de détectives privés qui suivent et qui ciblent tel ou tel athlète. C'est la fédération qui fait tomber le plus d'athlètes, c'est-à-dire qu'il y a une brassée de Kenyans qui ont été sanctionnés, mais aussi Coleman, le champion américain qui a été sanctionné, etc., etc. Quand vous discutez, vous avez la chance de pouvoir discuter avec certains de ces investigateurs, ils ne font pas des contrôles antidopage. Eux, ils réunissent et ils gèrent de l'information. Voilà. Et ils peuvent envoyer, cibler des contrôles antidopage. Quand vous faites le point avec eux, ils vous disent qu'ils attrapent qu'une petite partie de ce qui se passe. Mais c'est quand même déjà significatif et c'est un des meilleurs travaux qui est fait sur l'antidopage actuellement. Voilà. Et Sébastien Coe, lui, qui avait des liens avec Nike, il a été obligé de couper. Il a été critiqué pour ça. Voilà. Il n'est pas président d'un club d'athlétisme. Il est président de la Fédération internationale d'athlètes. Il est appointé pour ça. Il est payé pour ça. Voilà. Le bénévolat ou le don de soi, tout en ayant une casaque ou en ayant des chevaux, en faisant courir des gens qui peuvent être mis en cause dans une affaire pendante actuellement, je pense que ça a vécu. Aujourd'hui, il faut des professionnels qui répondent de leur gestion. Et d'autre part, le fait que sur certaines affaires qui sont ressorties, y compris de mœurs récemment, le fait qu'il n'y ait aucune enquête qui ait été lancée en interne, moi, m'interroge un peu. Mais c'est normal, c'est du droit privé. C'est pas du droit privé. Une entreprise de droit privé, quand elle a un gros problème comme ça, elle demande un cabinet d'audit faire une enquête en interne. Mais France Gallo et Le Trône ne sont pas des entreprises de droit privé, Thierry. C'est simplement ce que je voulais préciser au début de mon propos. Elles peuvent tout à fait lancer une enquête interne. Tiens, puisqu'on parle de ça, et ce sera le mot de la fin, parce que l'émission est longue. On a entendu parler de vous, Thierry Bildari, en début de semaine, parce que vous étiez au tribunal de Paris. Vous étiez, j'ai lu, je crois que c'est dans le Figaro, vous étiez traîné devant les tribunaux par Pierre-Charles Boudot pour diffamation. Oui. C'est tout à fait son droit. Voilà. Le 2 juin. 1er juin. 1er juin. Voilà. Oui. J'ai du mal avec les dates. Nous avons eu droit à 4h30 d'audience avec ses défenseurs. Voilà, c'est tout à fait son droit. Moi, je dois répondre du travail que je fais. Qui était attaqué? Thierry Bildari, France Télévisions, votre rédacteur en chef? Non, moi, France Télévisions, bien sûr, en la personne de Delphine Ernotte, sa présidente, qui fait office de directrice de la publication. Voilà, donc 4h30 d'audience en délibéré au 1er juin. Décision le 1er juin. En attendant, Pierre-Charles Boudot avait demandé la nullité de la procédure le concernant. La levée de sa mise en examen. Ça a été jugé le 17 février. Oui. On a reçu l'arrêt de la cour d'appel de la chambre de l'instruction. Et qui dit Néguette, on continue, et ils chargent la barque un peu en plus dans leur arrêt. Oui, ils ont parlé d'une troisième personne. C'est-à-dire qu'ils donnent des éléments qui ne sont pas dans la procédure. Voilà, qui sont dans le dossier. Ils ont accès à la procédure pour motiver la décision de la cour d'appel de la chambre de l'instruction qui a jugé qu'effectivement il n'y avait pas lieu de lever cette mise en examen qui conditionne aussi un peu sa mise à pied.
Pour en revenir au thème central de cette émission qui concernait, je vous le rappelle, l'affaire dite de l'EMO 15, sachez que les deux sociétés de course ont décidé de se porter partie civile, ce qui est intéressant. Ce qui est bien. Ce qui est intéressant. Et ce sera également le cas du syndicat des entraîneurs et drivers de trot que préside, et on le salue, Stéphane Meunier. Fin de cette émission, on remercie tous ceux qui ont participé, à commencer par ceux qui sont autour de moi. Benjamin Bramy. Merci Benjamin, oui, il est au téléphone, et il passe ses paris. Oui, salut Benjamin. Gilles Goizouet, écurie Costa Armoricaine. Merci. Je vais suivre un peu les chevaux que vous m'avez donnés. On salue Thierry Vildary de France Télévisions. Tu reviens quand tu veux. On remercie très chaleureusement la vétérinaire de Chaman qui nous a expliqué ce que c'était que l'EMO 15 et le DMSO. On remercie Pierre Ballester, auteur de nombreux livres polémiques, dont LA Confidentiel. Il a également œuvré sur le rugby, et là il écrit sur la boxe. J'ai oublié qui, Alexandre de Koopman, qui a fait les pronostics de trop. Le taulier, Cédric Philippe, Covidé d'ailleurs comme Alexandre. Merci Alim Bouakaz, du Parisien aujourd'hui en France. Merci à vous, et puis un grand bravo au travail fait par Jean-Michel de QG dans nos colonnes. Et pour une fois, j'oublierai pas de remercier celui qui réalise cette émission depuis presque 2 ans, Arthur Maggioli, et tout le personnel du Cardinal, porte de Saint-Cloud, Paris 16e, chez Ludo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.